il l'a enterrée vivante pour en épouser une autre. Personne n'a su la vérité, personne n'a entendu ses cris. Cela semblait être la fin la plus cruelle, mais le destin n'avait pas encore écrit sa dernière page, car il est des secrets que l'on ne peut enterrer et des vérités qui reviennent quand on s'y attend le moins. Écrivez et prête dans les commentaires si vous êtes préparés pour cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits qui font frémir l'âme et rendre justice. Le soleil de Paris pénétrait par les immenses baies vitrées de cet hôtel particulier du 16e arrondissement, mais toute cette lumière ne suffisait pas à réchauffer le cœur de Sandrine. À 34 ans, avec ses cheveux blonds et ses yeux gris verts, elle était une femme qui semblait tout avoir. Une magnifique demeure, un mari prospère et une vie d'une apparente tranquillité. Mais les apparences sont toujours trompeuses. Ce matin-là, comme tant d'autres, Sandrine prépara le petit déjeuner pour Nicolas, son époux. Elle dressa la table avec soin, coupa des fruits frais et prépara du café fraîchement moulu, exactement comme il l'aimait. « Bonjour, mon amour », dit-elle lorsque Nicolas entra dans la cuisine immaculée, vêtu de son costume sombre. Nicolas leva à peine les yeux de son téléphone. « Bonjour », répondit-il sèchement en s'asseyant à table. « Je t'ai préparé des œufs au bacon, comme tu aimes », sourit Sandrine en servant l'assiette. « Tu sais que je surveille mon poids », répliqua-t-il avec agacement en repoussant l'assiette. « Je prendrai juste du café. » Sandrine ressentit cette douleur familière dans la poitrine, ce rejet constant qui était devenu partie intégrante de son quotidien. 3 ans de mariage et chaque jour, Nicolas semblait plus lointain, plus froid. « Pardon, je ne m'en souvenais pas », murmura-t-elle en retirant l'assiette. « Comment se présente ta journée » tenta-t-elle à nouveau. Nicolas soupira avec impatience. « J'ai une réunion importante. Je ne rentrerai pas pour le dîner. Je pourrais te préparer quelque chose de spécial pour ton retour. » « Ce n'est pas nécessaire », la coupa-t-il. « Je mangerai quelque chose au bureau. » Le silence qui suivit fut lourd, douloureux. Sandrine regarda par la fenêtre vers le jardin qu'elle entretenait elle-même avec tant d'amour. Des roses qui fleurissaient pour personne, car Nicolas ne les remarquait jamais. Elle avait quitté son travail d'infirmière quand il s'était marié. Nicolas avait insisté, une femme doit se consacrer à son foyer, et elle, croyant que cela sauverait son mariage, avait accepté. Maintenant, ses journées s'écoulaient dans une maison vide, attendant un homme qui rentrait tard et partait tôt. Ce soir-là, Nicolas rentra pour le dîner, chose inhabituelle. Sandrine s'était surpassée en préparant un bœuf bourguignon mijoté, son plat classique préféré. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle, pleine d'espoir face à cette petite opportunité de connexion. « Épuisante » répondit-il en se servant un verre de vin rouge de Bordeaux. « Les clients ne comprennent rien aux chiffres, ils veulent juste des résultats. » « Ce doit être difficile » commenta Sandrine. « Aujourd'hui, j'ai lu un article sur une nouvelle technique de comptabilité que... » Nicolas l'interrompit d'un geste brusque. « S'il te plaît, Sandrine, ne prétends pas comprendre mon travail. »« Je voulais juste discuter, » dit-elle, sentant ses yeux s'embuer. « Et voilà, tu recommences » soupira Nicolas avec lassitude. « Essaie d'être moins émotive, Sandrine. »« Ça me fatigue. » Les mots tombèrent sur elle comme des pierres. Elle baissa les yeux vers son assiette, ravalant ses larmes. Quand tout cela avait-il commencé? À quel moment l'homme qui lui avait promis un amour éternel était-il devenu cet étranger cruel et distant? Le lendemain, pendant que Nicolas était au bureau, Sandrine décida de ranger son cabinet de travail. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire pour se sentir utile, pour maintenir vivante l'illusion qu'elle faisait encore partie de sa vie. Parmi les papiers et les dossiers, quelque chose attira son attention. Une enveloppe blanche cachée entre des documents de travail. Elle l'ouvrit avec des mains incertaines. C'était une échographie, une image en noir et blanc montrant la forme inconfondable d'un bébé. Ses yeux s'arrêtèrent sur le nom écrit dans le coin supérieur, Valérie et le nom de famille de Nicolas. L'air quitta ses poumons. Nicolas, son nom d'épouse. Valérie, chuchota-t-elle alors qu'un frisson terrible lui parcourait l'échine. Qui es-tu et pourquoi portes-tu notre nom? Avec l'échographie à la main, Sandrine s'effondra sur le sol du bureau, sentant son monde parfait commencer à voler en éclats sous ses yeux. Ce soir-là, Sandrine attendit Nicolas avec l'échographie sur la table de la salle à manger. Les heures passaient, lentes, lourdes comme du plomb. Lorsqu'elle entendit enfin la porte, son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal.
Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle sans le saluer, en montrant l'image. Nicolas resta immobile. Une seconde, une lueur de panique traversa son regard, mais il recouvra rapidement son calme. C'est à une cliente, répondit-il avec naturel en posant sa mallette sur le canapé. Madame Valérie est enceinte et a besoin de conseils financiers pour l'avenir du bébé. Et pourquoi porte-t-elle ton nom? La voix de Sandrine tremblait. Nicolas lâcha un rire forcé. Mon nom? Tu dois confondre. Ça dit sûrement autre chose. Il prit l'échographie, la regarda avec une indifférence feinte et la rangea dans sa mallette. Tu imagines des choses, Sandrine. Comme toujours. Cette explication aurait dû la tranquilliser, mais quelque chose en elle, une voix qu'elle avait ignorée trop longtemps, lui criait que Nicolas mentait. Cette même nuit, quand Nicolas dit qu'il sortait pour un dîner d'affaires, Sandrine prit une décision. Pour la première fois de son mariage, elle ne resterait pas à la maison à attendre. Elle avait besoin de savoir la vérité. Elle s'habilla discrètement, ramassa ses cheveux sous un chapeau et suivit la voiture de Nicolas à une distance prudente. Le trajet se termina devant un bistrot gastronomique près de la place de la Concorde. Depuis le trottoir d'en face, protégé par les ombres, Sandrine observa Nicolas entrer. 20 minutes plus tard, une femme jeune et belle arriva. Elle avait des cheveux noirs, longs et brillants, le teint hâlé et une robe qui mettait en valeur sa silhouette et un ventre qui trahissait une grossesse avancée. Nicolas l'accueillit par un baiser sur les lèvres, pas un baiser formel, mais un baiser intime, prolongé, le baiser d'un amant. Sandrine sentit le monde s'effondrer autour d'elle. L'air devint épais, impossible à respirer. Les jambes faibles, elle traversa la rue et s'approcha suffisamment pour voir à travers la vitre du restaurant. Ils étaient là, se tenant la main par-dessus la table. Nicolas caressait le ventre de la femme avec une tendresse qu'il n'avait jamais montrée envers elle. Ils riaient, partageaient la nourriture de la même assiette, se regardaient avec complicité. Valérie, murmura Sandrine, reconnaissant le prénom qu'elle avait vu sur l'échographie. Elle n'avait pas besoin d'en voir plus. Le cœur en miettes, elle rentra chez elle. Les larmes brouillaient sa vue pendant qu'elle conduisait. 3 ans de mariage. 3 ans à se donner entièrement à un homme qui fondait maintenant une famille avec une autre femme. En arrivant, elle s'effondra sur le sol du salon. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Jusqu'à ce que l'aube peigne de rose pâle les murs de cette maison qui n'avait jamais été un foyer. Comment ne l'avait-elle pas vue avant? Les rentrées tardives, les appels en cachette, les voyages d'affaires qui se prolongeaient sans explication. Tout prenait sens. Un sens terrible et douloureux. Quand le soleil fut haut, elle entendit la porte. Nicolas entra d'un pas fatigué, sans imaginer qu'elle l'avait découvert. « Bonjour », dit-il normalement, comme s'il n'avait pas détruit son monde la veille. Sandrine le regarda depuis le canapé, les yeux gonflés et l'âme brisée. Elle voulait crier, elle voulait lui faire des reproches, mais les mots refusaient de sortir. « Tu as pleuré ?» demanda Nicolas en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Rien », répondit-elle d'une voix éteinte. « Je suis juste fatigué. » Nicolas l'observa un moment, puis haussa les épaules et monta se changer. Sandrine resta immobile, se demandant ce qu'elle ferait maintenant des morceaux de sa vie. Cet après-midi-là, Nicolas descendit avec une expression différente, s'assit près d'elle sur le canapé et, pour la première fois depuis longtemps, prit ses mains dans les siennes. « Sandrine », commença-t-il d'une voix douce, presque repentante. « J'ai beaucoup réfléchi. Je sais que je n'ai pas été le meilleur des maris ces derniers temps. » Elle le regarda, incapable de croire ce qu'elle entendait. Allait-il tout lui avouer? « J'ai été stupide, ma chérie, » continua-t-il. « Je me suis laissé absorber par le travail, par le stress. Je t'ai négligé. Ce n'était pas une confession, c'était un autre mensonge. Je veux arranger ça, » dit Nicolas en serrant ses mains. Nous allons partir, juste nous deux, un week-end dans ce manoir en bois isolé dans le bocage normand que tu aimais tant, pour nous reconnecter, pour repartir à zéro. Sandrine le fixa. Elle devrait lui dire qu'elle l'avait vu, qu'elle savait tout sur Valérie, sur le bébé. Elle devrait exiger la vérité, mais quelque chose en elle, une voix d'avertissement, lui dit de garder le silence, d'observer, d'attendre. D'accord, répondit-elle finalement. Essayons. Nicolas sourit, soulagé, l'embrassa sur le front et se leva pour faire les réservations.
En le voyant s'éloigner, Sandrine se demanda si elle était vraiment prête à lui donner une seconde chance ou si elle voulait seulement comprendre jusqu'où allait sa trahison. Le voyage vers la Normandie se déroula dans un silence inconfortable. Nicolas conduisait, concentré sur la route, tandis que Sandrine regardait par la fenêtre, observant le paysage urbain laisser place aux champs et aux collines vertes du bocage. Le manoir était exactement comme dans ses souvenirs, accueillant, élégant, entouré de nature. À une autre époque, ce lieu avait été témoin de leur amour. Maintenant, chaque recoin semblait se moquer d'elle, lui rappelant ce qu'elle avait perdu. « Ça te plaît ?» demanda Nicolas en déposant les valises dans la chambre. « J'ai demandé qu'il prépare tout comme la dernière fois. » Sandrine hocha la tête, forçant un sourire. « C'est parfait. » Pendant que Nicolas prenait sa douche, elle parcourut le manoir avec l'étrange sensation de faire ses adieux. Elle toucha les meubles en bois, les rideaux de lin, les tableaux au mur. Tout semblait appartenir à une autre vie, à une autre femme qui n'était plus elle. Pour le dîner, Nicolas avait commandé un menu spécial. La table était dressée avec des bougies, des fleurs fraîches et la meilleure vaisselle. N'importe quelle femme se serait sentie flattée, mais Sandrine ne pouvait penser qu'à Valérie, à la façon dont Nicolas la traitait probablement avec la même fausse dévotion. « Trinquons », dit-il en servant un grand cru de Bordeaux dans 2 verres en cristal, « à nous, à un nouveau départ. » Sandrine prit son verre de doigts tremblants. Le vin avait un goût étrange, légèrement amer, mais elle l'attribua à son propre état d'esprit. « Nicolas », commença-t-elle, décidée à le confronter. « Je dois te demander quelque chose. »« Tout ce que tu veux », répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Es-tu heureux avec moi ?» La question sembla le surprendre. Un instant, son masque de perfection se fissura. « Bien sûr que oui », répondit-il rapidement. « Pourquoi poses-tu la question ?»« Parce que moi, je ne suis pas heureuse, » dit Sandrine avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « Cela fait longtemps que je ne le suis pas. » Nicolas posa son verre sur la table. « C'est pour ça que nous sommes ici, non ? Pour arranger les choses. » « Peut-on arranger un mensonge ?» insista-t-elle. Quelque chose changea dans le regard de Nicolas. Une lueur froide, calculatrice. « Bois ton vin, Sandrine. Parlons après le dîner. » Elle obéit plus par habitude que par conviction. Le goût amer persistait, mais maintenant elle sentait aussi un étrange fourmillement sur ses lèvres, sur sa langue. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle, notant que la pièce commençait à tourner lentement. « C'est juste la fatigue du voyage, » répondit Nicolas, l'observant avec une attention inquiétante. Sandrine essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. Une sueur glacée lui parcourut le dos quand elle comprit ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu m'as donné ?» demanda-t-elle d'une voix pâteuse, luttant contre la lourdeur qui envahissait son corps. Nicolas ne répondit pas. Il se contenta de la regarder avec une expression que Sandrine n'avait jamais vue chez lui. Ce n'était pas de la haine, ni même du mépris. C'était pire, une indifférence totale. La pièce devint floue. Les sons arrivaient distordus, comme si elle était sous l'eau. La dernière chose qu'elle vit fut Nicolas sortant son téléphone, composant un numéro. « C'est fait. » Elle l'entendit dire avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement. Quand Sandrine rouvrit les yeux, tout était dans la pénombre. Elle essaya de bouger, mais son corps ne répondait toujours pas. À travers le brouillard de sa conscience, elle distingua des voix. « Tu es sûr de ça ?» demandait quelqu'un. Une voix masculine, inconnue. « Absolument », répondit Nicolas. « Tout est arrangé. L'assurance, les documents, j'ai juste besoin de ta signature sur le certificat. » « Mort subite par arrêt cardiaque », dit l'autre voix. « Personne ne remettra rien en question. » Sandrine voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle était paralysée, piégée dans son propre corps, consciente mais incapable de bouger ou de parler. Elle sentit des mains froides toucher son cou, son poignet, vérifiant son pouls. « C'est fait », dit la voix inconnue, celle du docteur Stéphane. « Je signerai le certificat pour demain midi. Officiellement, elle sera morte. »« Parfait », répondit Nicolas. « Le cercueil arrivera dans 1 heure. Je veux que tout soit rapide, sans cérémonie. » Cercueil. Le mot résonna dans l'esprit de Sandrine comme un coup de tonnerre. Elle ne rêvait pas. Ce n'était pas un cauchemar. Nicolas prévoyait vraiment de l'enterrer.
Elle sentit que quelqu'un s'approchait. C'était lui. Elle pouvait reconnaître son parfum, le son de sa respiration. « Repose-toi, mon amour », chuchota Nicolas en prenant sa main inerte. « Tu as toujours été un poids léger. » Les heures suivantes s'écoulèrent dans une brume de terreur et de désespoir. Sandrine, piégée dans sa paralysie, fut témoin impuissant de sa préparation. Ils l'habillèrent de sa robe préférée, la maquillèrent pour cacher la pâleur de son visage. Ils la placèrent dans un cercueil de bois sombre avec un bouquet de lys blanc entre ses mains croisées sur la poitrine. Nicolas, jouant le rôle du mari dévasté, déposa un dernier baiser sur son front. « Adieu, Sandrine », dit-il d'une voix brisée. Une performance parfaite pour le médecin complice qui observait la scène. Ils fermèrent le cercueil, l'obscurité fut totale. À l'intérieur de cette boîte en bois, Sandrine hurlait en silence. Elle hurlait de toute son âme alors qu'elle sentait comment on la transportait, comment on la chargeait, comment on la déposait dans ce qui ne pouvait être qu'une tombe. Elle entendit le bruit de la terre tombant sur le cercueil. Des coups sourds, de plus en plus lointains, qui marquaient sa descente vers un oubli dont personne ne revient. Et alors, quand tout semblait perdu, quand la dernière pelletée de terre scella sa tombe, quelque chose changea. La paralysie commença à céder, d'abord dans ses doigts, puis dans ses mains. Dans le cercueil, dans l'obscurité la plus absolue, Sandrine s'éveilla. Le noir était total, si dense qu'il semblait avoir un poids, une texture. Sandrine cligna des yeux plusieurs fois, mais rien ne changea. Il n'y avait aucune différence entre avoir les yeux ouverts ou fermés. Son premier instinct fut de crier, mais quand elle essaya, sa gorge ne produisit qu'un gémissement étouffé. L'air était rare, vicié. Cela sentait le bois verni, les fleurs fanées et son propre parfum. Elle bougea ses mains encore engourdies et toucha la surface veloutée qui l'entourait. Au-dessus, sur les côtés. Elle était enfermée, piégée. La réalité la frappa avec une force brutale. Elle était dans un cercueil, sous terre, enterrée vivante. La panique l'envahit comme une vague gigantesque. Sa respiration s'accéléra, consommant le peu d'oxygène disponible. Elle frappa le couvercle du cercueil. D'abord doucement, puis avec désespoir. « À l'aide » cria-t-elle. Mais sa voix sonnait faible, étouffée par le bois et la terre qui la séparaient du monde extérieur. « S'il vous plaît, quelqu'un » Personne ne répondit, seul le silence sépulcral du cimetière du Père-Lachaise. Sandrine ferma les yeux, luttant contre la terreur qui menaçait de la paralyser à nouveau. Elle devait réfléchir. Elle devait se calmer. « Respire doucement », se dit-elle. « Économise l'air. » Avec effort, elle contrôla sa respiration. Elle inspira lentement, expira avec précaution. Chaque bouffée d'air était précieuse, limitée. Alors que son esprit s'éclaircissait, les souvenirs revinrent avec une netteté douloureuse. Nicolas, le vin, le médecin. Tout avait été méticuleusement planifié. Son propre mari l'avait enterrée vivante. La trahison était si profonde, si absolue, que pendant un instant, Sandrine envisagea de renoncer, de laisser l'air s'épuiser, de permettre à la mort de la réclamer pour de bon. Mais quelque chose en elle, une étincelle de vie qui refusait de s'éteindre, la poussa à lutter. Avec une détermination renouvelée, elle commença à explorer le cercueil. Elle chercha des points faibles, des jointures, n'importe quoi qui pourrait l'aider à s'échapper. Le couvercle semblait être la partie la plus vulnérable. Elle poussa de toutes ses forces, mais il ne céda pas. Elle avait besoin de quelque chose pour faire levier, pour briser le bois. Elle palpa son corps à la recherche d'un objet utile. Ses doigts trouvèrent le collier de perles qu'elle portait. Elle l'arracha de son cou et utilisa le fermoir métallique pour gratter le bois. Elle travailla frénétiquement, ignorant la douleur dans ses doigts, la brûlure de ses ongles qui commençaient à se casser. Elle gratta et gratta jusqu'à sentir que le bois cédait légèrement. Elle concentra ses efforts sur ce point faible, poussa avec les mains, avec les coudes, avec toute la force que son corps affaibli pouvait réunir. Un craquement, petit, presque imperceptible, mais réel. Le bois commençait à céder. Sandrine redoubla d'efforts, ignora la douleur, le manque d'air, la peur. Seule existait cette petite fissure, cette possibilité de vie. Finalement, le bois éclata. Une poignée de terre tomba sur son visage. Elle toussa, mais ne s'arrêta pas.
Elle agrandit l'ouverture avec des doigts ensanglantés, désespérée d'atteindre la surface. Plus de terre, toujours plus, remplissait le cercueil, recouvrait son corps, mais cela signifiait aussi qu'elle progressait, qu'elle était plus proche de la liberté. La bouche pleine de terre, les poumons brûlants par le manque d'oxygène, Sandrine continua de creuser vers le haut. Ses mains bougeaient par instinct, poussées par le désir primaire de survivre. Elle ne sut pas combien de temps passa. Des minutes ou des heures de lutte désespérée contre la terre, contre la mort. Elle savait seulement qu'elle devait continuer, que chaque centimètre gagné était un triomphe. Et alors, quand ses forces étaient sur le point de s'épuiser, quand l'air était devenu si rare que la conscience commençait à l'abandonner, ses doigts touchèrent quelque chose de différent. Ce n'était pas de la terre compacte, mais meuble, la surface. Avec un dernier effort surhumain, Sandrine poussa vers le haut. Sa main émergea à la surface, à l'air libre, à la vie, mais elle était trop faible pour continuer. Sa main resta là, immobile, comme une fleur macabre poussant de la terre. Ce fut alors que Jean, le vieux fossoyeur du cimetière du Père-Lachaise, la vit. Il était sorti faire sa ronde nocturne quand il remarqua quelque chose d'étrange sur une tombe récente, une main pâle qui dépassait de la terre. Au début, il crut à une hallucination, un tour de la lumière de la lune, mais quand il s'approcha, il vit que la main bougeait faiblement. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en laissant tomber sa lanterne. Sans perdre une seconde, il courut vers l'abri à outils et revint avec une pelle. Il commença à creuser frénétiquement autour de la main, prenant soin de ne pas la blesser. « Tenez bon !» criait-il en creusant. « J'arrive, tenez bon !» La terre cédait sous sa pelle, révélant progressivement plus du corps enterré. D'abord un bras, puis une épaule, finalement un visage. Le visage d'une jeune femme couverte de terre, les yeux fermés. Jean la sortit avec précaution, tremblant de peur et de stupeur. Il la déposa sur l'herbe et nettoya la terre de sa bouche, de son nez. « Respirez » supplia-t-il en lui donnant de petites tapes sur les joues. « S'il vous plaît, respirez. » Comme en réponse à sa prière, Sandrine toussa violemment. De la terre et de la salive sortirent de sa bouche. Ses yeux s'ouvrirent, désorientés, terrorisés. « Calme, calme » dit Jean en lui tenant la main. « Vous êtes en sécurité. Je vous tiens. » Sandrine le regarda sans comprendre qui était cet homme, où elle était. La réalité revint lentement. Le cimetière, le cercueil, Nicolas. Ils m'ont enterré. Vivante, réussit-elle à dire entre deux halètements. Jean hocha la tête, les larmes aux yeux. Mais vous êtes là maintenant, c'est un miracle. Il l'aida à s'asseoir, lui donna de l'eau de sa gourde. Sandrine but avec désespoir, sentant la vie revenir dans son corps. « Qui vous a fait ça ?» demanda le vieil homme. Sandrine regarda la tombe de laquelle elle venait de s'échapper. Elle vit la plaque provisoire avec son nom gravé. Sandrine Moral épouse Santoro. 1990 à 2024. Épouse aimée. Un rire amer, presque hystérique, jaillit de sa gorge. Mon mari, répondit-elle. Mon propre mari. Jean la regarda, horrifié. Nous devons appeler la police. Non, dit Sandrine avec une fermeté qui la surprit elle-même. Pas encore. Elle se mit debout avec difficulté, s'appuyant sur l'homme qui l'avait sauvée. Sa robe blanche était tachée de terre, ses mains saignaient, ses cheveux blonds étaient emmêlés et sales, mais dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, une détermination féroce. « Où irez-vous » demanda Jean, inquiet. Sandrine regarda vers la ville qui s'étendait au-delà du cimetière. Des lumières brillantes qui cachaient de sombres secrets. « Je connais quelqu'un » répondit-elle, une amie d'enfance, Manon. Elle m'aidera. Jean hocha la tête. Je vais vous y emmener. Ma camionnette est tout près. Alors qu'il marchait entre les tombes, Sandrine regarda une dernière fois l'endroit où elle aurait dû mourir, où Nicolas croyait que gisait son corps. Je reviendrai, promit-elle en silence. Et quand je le ferai, tu regretteras de ne pas m'avoir tué pour de bon. La lune éclairait son chemin alors qu'elle s'éloignait du cimetière, renée de la terre, transformée par la douleur. Elle n'était plus la femme soumise qui vivait en silence, elle était une survivante. Et les survivants savent attendre, savent planifier, savent se venger. La Citroën 2CV de Jean avançait sur les chemins secondaires, s'éloignant du cimetière. Sandrine, enveloppée dans une vieille couverture,
regardait par la fenêtre avec des yeux vides. Son corps était présent, mais son esprit restait piégé dans ce cercueil sous terre. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir aller à l'hôpital » demanda Jean, préoccupé par les blessures sur ses mains. « Non » répondit-elle d'une voix rauque. « Personne ne doit savoir que je suis vivante. » Personne. Après une demi-heure de trajet, ils arrivèrent devant une petite maison en banlieue. Des lumières chaudes brillaient aux fenêtres et un jardin modeste mais bien entretenu entourait l'entrée. « C'est ici » dit Sandrine. « Merci pour tout. » Jean la regarda avec compassion. « Voulez-vous que je vous accompagne ? » Ce n'est pas nécessaire, vous en avez déjà fait assez. Avant de descendre, Sandrine prit la main du vieil homme. « Jean, promettez-moi que vous ne direz à personne ce que vous avez vu ce soir. Cet homme a essayé de me tuer et il paiera pour ça, mais en temps voulu et à ma manière. » Le vieil homme hocha la tête, comprenant la détermination dans ses yeux verts. « Faites attention, ma fille. » Sandrine marcha vers la porte d'un pas incertain. Elle sonna et attendit, tremblant sous la couverture sale. La porte s'ouvrit révélant une femme rousse d'environ 38 ans. Manon regarda la silhouette devant elle sans la reconnaître au début. « Je peux vous aider » demanda-t-elle avec prudence. « Manon » chuchota Sandrine en laissant tomber la couverture de ses épaules. « C'est moi. » Le visage de Manon se transforma. D'abord la confusion, puis l'incrédulité. Finalement l'horreur. « Sandrine, mon Dieu, que t'est-il arrivé ?» Sans attendre de réponse, Manon la prit par le bras et l'aida à entrer, fermant la porte derrière elle. À la lumière de l'entrée, elle put voir clairement l'état de son amie, couverte de terre, du sang séché sur les mains, la robe déchirée, le visage pâle comme la mort elle-même. Nicolas. C'est tout ce que Sandrine put dire avant de s'effondrer dans les bras de Manon. Quand elle se réveilla, elle était dans un lit petit mais confortable. Quelqu'un l'avait nettoyée, changée et avait bandé ses mains blessées. Pendant un moment, elle crut que tout avait été un cauchemar, mais la douleur dans son corps était réelle. La trahison était réelle. Manon entra dans la chambre avec une tasse fumante, du thé au miel. « Tiens » dit-elle en s'asseyant au bord du lit. « Pour ta gorge. » Sandrine se redressa lentement et prit la tasse de main tremblante. « Combien de temps ai-je dormi ? » Presque une journée entière. Tu étais épuisé. Tu sais ce qu'il s'est passé ? Manon hocha la tête. Tu me l'as raconté avant de t'évanouir, ou du moins une partie. D'une voix entrecoupée, Sandrine raconta toute l'histoire. La trahison de Nicolas, la grossesse de Valérie, le vin empoisonné, le médecin complice, le cercueil, la terre tombant sur elle. Il t'a enterrée vivante, murmura Manon, horrifiée. Ton propre mari t'a enterrée vivante. Et maintenant il croit que je suis morte, répondit Sandrine. Tout le croit. Manon prit ses mains avec délicatesse. Nous devons appeler la police. C'est une tentative de meurtre. Non. La fermeté dans la voix de Sandrine surprit les deux femmes. Pas encore. Pourquoi ? Ce monstre doit payer pour ce qu'il a fait et il paiera. Mais je veux qu'il souffre d'abord. Je veux qu'il ressente la même terreur que j'ai ressentie sous terre. Manon la regarda avec inquiétude. Sandrine, le traumatisme que tu as subi m'a changé, compléta-t-elle. Et c'était peut-être nécessaire. Cette nuit-là, Manon prépara la chambre d'amis pour Sandrine. C'était un espace petit mais accueillant, avec une fenêtre donnant sur le jardin arrière. Personne ne te cherchera ici, dit Manon. Ça fait des années qu'on ne se parle plus. Nicolas ne sait même pas que j'existe. Merci, répondit Sandrine en s'asseyant sur le lit. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Nous sommes amis. Les amis prennent soin l'une de l'autre. Quand Manon se retira, Sandrine essaya de dormir, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait à nouveau la terre sur elle, le bois du cercueil, le manque d'air. Elle se réveilla en hurlant, trempée de sueur froide. « Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, laissez-moi sortir !» Manon courut à ses côtés, la serra fort contre elle tandis que Sandrine tremblait de façon incontrôlable. « Tu es en sécurité » chuchota-t-elle en caressant ses cheveux. « Tu es ici avec moi. Personne ne peut te faire de mal. » Désolée, sanglota Sandrine. « Je ne peux pas contrôler ça. Ne t'excuse pas.
C'est normal après ce que tu as vécu. Sandrine s'accrocha à son amie comme une enfant effrayée. Chaque fois que je ferme les yeux, je suis de retour là-bas, sous terre, sans air. Manon prit son visage entre ses mains et la regarda droit dans les yeux. Écoute-moi bien, Sandrine. Tu n'es pas morte, tu es en train de renaître. Ces mots pénétrèrent au plus profond de son être. Renaître. Oui, c'était exactement ce qui se passait. La vieille Sandrine était morte dans ce cercueil. Celle qui émergeait de la terre était quelqu'un de nouveau. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine tranquille. Manon prenait soin d'elle, lui préparait des repas nutritifs, changeait les pansements de ses mains. Peu à peu, les blessures physiques commencèrent à guérir. Les émotionnels prendraient beaucoup plus de temps. Un matin, Manon arriva avec un journal sous le bras. Son expression était sombre. « Je crois que tu devrais voir ça », dit-elle en lui tendant le quotidien. Dans la rubrique Société, une photographie occupait le centre de la page. Nicolas, vêtu de noir, avec une expression de douleur contenue, soutenait le bras d'une femme enceinte, Valérie. Le titre disait « Le veuf exemplaire trouve du réconfort ». Nicolas, après la perte tragique de son épouse, reçoit le soutien d'amis proches. Sandrine sentit son sang se glacer dans ses veines. Il était là, jouant le rôle du veuf anéanti, tandis que la femme qui portait son enfant le regardait avec adoration. « Fils de pute », murmura-t-elle en serrant le journal entre ses mains. « Il y a plus », dit Manon en montrant un autre article plus petit. La police a clos l'enquête. Mort naturelle par arrêt cardiaque. Le certificat signé par le docteur Stéphane a suffi. Sandrine lut l'article complet. Il n'y avait pas de soupçon, pas de question. Nicolas avait exécuté son plan à la perfection. Il s'en est sorti. Dit-elle d'une voix creuse. Pour l'instant, répondit Manon. Mais tu es vivante. C'est sa plus grande erreur. Sandrine regarda à nouveau la photographie. Le sourire contenu de Nicolas, la main protectrice sur le ventre de Valérie, jouant à la famille heureuse sur sa tombe. Un calme glacé s'empara d'elle. Elle ne ressentait plus de douleur, ni de peur, ni même de rage, seulement une détermination absolue. « Je ne me reposerai pas », dit-elle en fixant l'image de son mari, tant que je ne l'aurai pas vu en ruine. Les jours se transformèrent en semaines. Sandrine récupérait ses forces lentement, mais les cauchemars persistaient. Chaque nuit, elle se sentait à nouveau piégée sous terre, luttant pour respirer. Chaque matin, elle se réveillait avec la même résolution, survivre pour se venger. Manon était devenue ses yeux et ses oreilles dans le monde extérieur. Elle apportait des nouvelles, des journaux, des informations sur Nicolas et sa nouvelle vie de veuf. Un matin d'avril, Manon entra dans la chambre avec un journal et une expression que Sandrine connaissait déjà bien. Mauvaise nouvelle. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant » demanda-t-elle en posant le livre qu'elle lisait. Manon lui tendit le journal sans dire un mot. Le titre disait tout. L'assurance verse 1,2 million d'euros à Nicolas suite au décès de son épouse. Sandrine lut l'article complet. Chaque mot était un poignard dans son cœur. Nicolas avait touché une assurance vie dont elle ignorait même l'existence. Il a falsifié ma signature, murmura-t-elle. Il a dû faire ça il y a des mois, en planifiant tout ça. La police devrait enquêter là-dessus, insista Manon. C'est une fraude, en plus d'une tentative de meurtre. Sandrine laissa le journal sur le lit et se leva. Elle marcha vers la fenêtre et regarda le jardin en silence. Quand elle parla enfin, sa voix sonnait différemment, plus froide, plus calculatrice. « Tu sais ce qui est le pire, Manon ? Qu'il ne m'a même pas tué par haine. Il l'a fait pour l'argent, par commodité. » « C'est un monstre, » répondit Manon. « Non. » Sandrine se tourna vers elle. « Les monstres sont des créatures d'instinct. Nicolas est quelque chose de pire. Un homme qui a choisi consciemment de m'enterrer vivante. » Elle s'approcha de son ami et prit ses mains. « Je n'irai pas voir la police. »« Non, pas encore. »« Pourquoi ? Ils ont assez de preuves pour l'arrêter ? » ?»« Parce que la prison serait trop facile, » répondit Sandrine. « Je veux qu'il perde tout, son argent, sa réputation, son avenir. Je veux qu'il ressente la même terreur que j'ai ressentie. » Manon la regarda avec inquiétude. « La haine te consume, Sandrine. » « Ce n'est pas de la haine, »
répondit-elle avec un calme inquiétant. C'est la justice. Cet après-midi-là, pendant que Manon était au marché, Sandrine se regarda dans le miroir pour la première fois depuis sa mort. Elle reconnut à peine la femme qui lui renvoyait son regard. Elle était plus maigre, avec des cernes profonds et une pâleur maladive, mais ses yeux. Ses yeux avaient changé complètement. Ils ne montraient plus la douceur et la vulnérabilité d'avant. Maintenant, ils étaient froids, calculateurs, déterminés. Il ne m'a pas tué, chuchota-t-elle à son reflet. Il m'a fait naître de nouveau, et cette fois je suis né sans pitié. Quand Manon revint, elle trouva Sandrine assise dans le salon, étrangement tranquille. Ça va, demanda-t-elle en posant les sacs de course. Mieux que jamais, répondit Sandrine. J'ai pris une décision. Laquelle? Je vais détruire Nicolas. Pas avec la violence, mais avec l'intelligence. Je veux qu'il perde tout devant tout le monde. Manon s'assit face à elle. Comment penses-tu faire? D'abord, j'ai besoin de preuves de la fraude à l'assurance, du faux certificat de décès. J'ai besoin d'un dossier solide. Ça prendra du temps, prévint Manon. J'ai du temps, répondit Sandrine. Officiellement, je suis morte. Je peux attendre. Et après? Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Sandrine. Après, je reviendrai d'entre les morts au moment exact pour lui causer le plus de dégâts possible. Ce soir-là, pendant qu'elle dînait, Manon nota un changement chez son amie. La fragilité avait disparu, remplacée par une détermination presque effrayante. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, dit soudain Sandrine. Quoi donc? J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Manon la regarda, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon oncle maternel est mort il y a 5 ans. Il m'a laissé un héritage considérable dans une banque suisse. Nicolas ne l'a jamais su. Pourquoi l'as-tu gardé secret? Sandrine sourit avec amertume. Je voulais qu'il m'aime pour qui j'étais, pas pour mon argent. Ironique, n'est-ce pas? Il m'a tué pour l'argent, sans savoir que j'en avais beaucoup plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Elle se leva et alla dans sa chambre, revenant avec une chemise usée. Tout est là. Compte, code, contact, presque 2 millions d'euros que je n'ai jamais touchés. Manon regarda les documents, stupéfaite. Que comptes-tu faire avec ça? Financer ma justice, répondit Sandrine. J'engagerai le meilleur avocat d'Europe pour retracer chaque pas de Nicolas, chaque document falsifié, chaque mensonge. Et quand j'aurai tout, quand le dossier sera parfait. Que feras-tu? Les yeux de Sandrine brillèrent d'une lumière froide. Je ressusciterai. Le lendemain matin, Sandrine emprunta l'ordinateur de Manon. Demain décidée, elle accéda à son compte bancaire en Suisse. L'héritage de son oncle avait considérablement grandi grâce à des investissements intelligents. Parfait, murmura-t-elle en transférant une somme importante sur un nouveau compte. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Manon, l'observant depuis la porte. Je prépare le terrain, répondit-elle sans lever les yeux de l'écran. J'ai contacté un avocat à Genève, Maître Dumont. Il commencera à enquêter dès aujourd'hui. Ce n'est pas dangereux? Si Nicolas découvre que quelqu'un enquête. Il ne le découvrira pas. L'avocat croit que je suis une cousine éloignée inquiète d'irrégularités dans l'assurance. Manon s'assit près d'elle. Tu as changé, Sandrine. Parfois tu me fais peur. Sandrine cessa de taper et regarda son amie. La femme que tu as connue est morte dans ce cercueil, Manon. Celle qui est sortie est différente. Différente comment? Plus forte, plus intelligente, et beaucoup moins disposée à pardonner. Manon prit sa main. Promets-moi juste une chose, que quand tout ça sera fini, quand tu auras ta justice, tu essaieras de guérir, de vivre à nouveau. Sandrine serra sa main avec affection. Je le promets. Mais d'abord, Nicolas doit payer. Cette nuit-là, pendant que Manon dormait, Sandrine s'assit sous le porche arrière en regardant les étoiles. Pour la première fois depuis sa mort, elle se sentait vraiment vivante. Elle n'était plus la victime, mais la chasseuse. Elle n'était plus l'épouse soumise, mais la vengeresse. L'argent qu'elle avait caché à Nicolas ne servirait pas à construire, mais à détruire. Chaque centime servirait à démasquer ses mensonges, à exposer ses crimes, à lui arracher tout ce qu'il valorisait. Profite en tant que tu peux, Nicolas,
chuchota TL à la nuit. Ton temps est compté. Mais apporta avec lui une chaleur inhabituelle et des nouvelles qui accélérèrent les plans de Sandrine. L'avocat suisse, maître François Dumont, avait commencé à démêler le réseau de mensonges tissés par Nicolas. On a quelque chose, annonça Manon un après-midi en entrant dans la chambre de Sandrine avec le téléphone à la main. Maître Dumont veut te parler. Sandrine prit le téléphone d'une main ferme. Qu'avez-vous trouvé? Bonjour, Madame Moral, répondit une voix à l'accent suisse. J'ai localisé la police d'assurance. Elle a été souscrite il y a 6 mois avec votre supposée signature, une signature qui ne correspond clairement pas à celle de vos documents bancaires en Suisse. Vous pouvez le prouver. Absolument. J'ai déjà contacté un expert en graphologie. Mais il y a plus. Le certificat de décès signé par le docteur Stéphane présente des irrégularités. Pas d'autopsie, pas d'examen complémentaire. Pour une mort subite chez une femme jeune et saine, la procédure normale aurait été beaucoup plus exhaustive. Sandrine sourit. Les pièces commençaient à s'assembler. Et l'argent? Transféré sur un compte aux îles Caïmans, puis divisé en plusieurs comptes mineurs. Votre mari est prudent, mais pas assez. Nous suivons la trace. Excellent travail, maître. Continuez comme ça. Quand elle raccrocha, Manon la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'est énorme, Sandrine. Tu construis un dossier solide. Pas seulement un dossier, répondit-elle. Un piège parfait. Les jours suivants s'écoulèrent dans une activité frénétique. Sandrine passait des heures au téléphone avec Maître Dumont, révisant des documents, traçant des stratégies. Son esprit, auparavant occupé par le traumatisme, fonctionnait maintenant avec une précision mathématique. Un après-midi, alors qu'elle révisait de nouveaux rapports envoyés par l'avocat, Manon entra avec une expression grave. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Sandrine en notant son inquiétude. « Nicolas et Valérie vont se marier » répondit-elle en lui tendant une invitation élégante. « Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres de ma voisine. Tout le quartier est invité à la cérémonie. » Sandrine prit l'invitation avec des mains étonnamment fermes. Papier coûteux, lettres dorées. Nicolas et Valérie ont l'honneur de vous inviter à leur union matrimoniale. 3 mois, murmura-t-elle. 3 mois après m'avoir enterré, il se marie avec elle. C'est répugnant, dit Manon. Comment peut-il être aussi effronté? Mais Sandrine ne semblait pas affectée, au contraire, un calme étrange s'empara d'elle. C'est parfait. Dit-elle finalement. Parfait. Comment ça peut être parfait? Parce que maintenant j'ai une date, répondit Sandrine, ses yeux brillants de détermination. Le 15 août. Le jour où Nicolas perdra tout. Manon la regarda, confuse. Qu'est-ce que tu prépares? La justice la plus poétique possible, répondit Sandrine. J'apparaîtrai à son mariage. Vivante. Devant tous ses invités, ses amis, sa nouvelle belle famille. Tu es folle, c'est trop dangereux. Au contraire, ce sera le décor parfait. Tous les témoins dont j'ai besoin seront là. La presse sera là. Il ne pourra pas s'échapper. Il ne pourra pas mentir. Manon s'assit, accablée par l'audace du plan. Et s'il essaie de te faire du mal à nouveau? Il ne pourra pas, répondit Sandrine avec confiance. Parce que d'ici là, j'aurai toutes les preuves. Et parce que je ne serai pas seule. Ce soir-là, Sandrine appela Maître Dumont pour ajuster le plan. Il devait accélérer l'enquête, rassembler toutes les preuves avant le 15 août. C'est risqué, prévint l'avocat, mais faisable. D'ici là, nous aurons un dossier complet contre lui. Parfait, répondit Sandrine. Et j'ai besoin d'une faveur de plus. Contactez cet homme, Jean, fossoyeur au cimetière du Père-Lachaise. C'est lui qui m'a sauvé. J'ai besoin de son témoignage. Les jours suivants, Sandrine et Manon travaillèrent inlassablement tandis que Dumont suivait la trace de l'argent et rassemblait les preuves de la fraude. Elle planifiait chaque détail de l'apparition. Nous aurons besoin d'aide, dit Manon un après-midi. Quelqu'un qui puisse entrer au mariage sans éveiller les soupçons. J'y ai déjà pensé, répondit Sandrine. Ton cousin Michel, le photographe, il est toujours dans le milieu des mariages. Oui, mais comment tu sais pour lui? Tu m'as parlé de lui il y a des années.
Il a accès aux événements sociaux. Personne ne questionne sa présence. Manon hocha la tête, impressionnée par la mémoire et l'astuce de son ami. Je peux lui parler. Il est discret et fiable. Parfait. Nous avons besoin d'yeux à l'intérieur avant le grand jour. À mesure que juin avançait, les pièces du plan s'emboîtaient avec précision. Maître Dumont avait localisé le docteur Stéphane. Celui-ci, mis sous pression par les preuves, était prêt à confesser sa participation à la fraude en échange d'une immunité. On l'a, annonça Sandrine un soir après avoir parlé avec l'avocat. Le médecin va avouer et l'expert en graphologie a confirmé que la signature sur la police est fausse. Et l'argent, demanda Manon. Nicolas a presque tout dépensé. Il a acheté un appartement de luxe au nom de Valérie, investi dans l'entreprise de son futur beau-père, et le reste, il l'a gaspillé pour le mariage et pour afficher une vie de succès. Typique de lui, murmura Manon. Toujours à vivre au-dessus de ses moyens. Sandrine sourit froidement. Et bientôt, il n'aura plus rien. Ni argent, ni réputation, ni liberté. Ce soir-là, alors qu'elle révisait les derniers détails, Manon reçut un appel de son cousin Michel. Il avait obtenu le travail comme photographe assistant au mariage de Nicolas et Valérie. C'est fait, dit Manon en raccrochant. Michel sera là. Il nous enverra des photos du lieu, la disposition, tout ce dont nous avons besoin. Sandrine hocha la tête, satisfaite. Excellent. Maintenant il ne manque qu'un détail. Lequel ? Ma robe. Répondit-elle avec un sourire énigmatique. Pour mon grand retour, j'ai besoin de quelque chose de spécial. Manon la regarda, intriguée. Qu'est-ce que tu as en tête ? Blanc, répondit Sandrine. Pur, immaculé. Blanc. Comme une mariée. Comme un fantôme. Comme la justice elle-même. Alors que juillet avançait vers août, le plan prenait sa forme définitive. Maître Dumont avait préparé un dossier complet avec toutes les preuves, la fraude à l'assurance, le faux certificat de décès, les virements bancaires suspects. Jean avait signé son témoignage décrivant comment il avait trouvé Sandrine enterrée vivante. Tout était prêt, il ne manquait que la date fatidique. « Tu es sûr de toi ?» demanda Manon un soir en dînant. « On peut encore aller voir la police et les laisser s'en charger. » Sandrine secoua la tête. La police lui donnerait un procès privé, discret. Moi, je veux un procès public. Je veux que tous voient qui est vraiment Nicolas. J'ai peur pour toi, avoua Manon. N'aie pas peur, répondit Sandrine en prenant sa main. Je suis morte une fois. Je ne crains plus rien. La veille du mariage, Sandrine essaya la robe blanche qu'elles avaient choisie. Simple, élégante, avec un collier de perles identique à celui qu'elle portait le jour de sa mort. Tu es magnifique, dit Manon les larmes aux yeux. Je suis prête, répondit Sandrine. Demain, Nicolas regrettera de ne pas m'avoir tué pour de bon. Manon la serra fort dans ses bras. Quoi qu'il arrive demain, souviens-toi que tu n'es pas seule. Je serai avec toi à chaque pas. Sandrine lui rendit son étreinte, reconnaissante d'avoir quelqu'un comme Manon dans sa vie. Je le sais, et c'est pour ça que je vaincrai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Sandrine dormit sans cauchemar. Demain ne serait pas le jour de sa vengeance, mais de sa justice. Et la justice, comme elle, avait ressuscité d'entre les morts. Le matin du 15 août se leva radieux, comme si le ciel lui-même voulait illuminer le jour de la justice. Sandrine se réveilla tôt avec un calme qui la surprit elle-même. « Comment te sens-tu » demanda Manon en entrant avec une tasse de café. « En paix » répondit Sandrine. Pour la première fois depuis des mois, complètement en paix. Mais avant la grande confrontation, Sandrine avait une mission personnelle. Elle avait besoin de voir Nicolas une dernière fois, pas comme la femme qui revient de la tombe, mais comme une observatrice silencieuse de sa vie. « Je vais sortir » annonça-t-elle après le petit déjeuner. Manon la regarda, alarmée. « Sortir ? Où ? » ? À Paris. Je veux voir ma maison une dernière fois. Je veux voir Nicolas avant le mariage. C'est trop risqué, protesta Manon. Quelqu'un pourrait te reconnaître. Sandrine sourit avec confiance. Personne ne me reconnaîtra. Elle se dirigea vers la salle de bain et une demi-heure plus tard émergea transformée.
Ses longs cheveux blonds étaient maintenant teints en châtain foncé et coupés à la hauteur des épaules. De grandes lunettes de soleil cachaient ses yeux verts distinctifs et un maquillage subtil altérait les contours de son visage. « Qu'est-ce que tu en penses » demanda-t-elle en tournant lentement sur elle-même. Manon l'observa, stupéfaite. « Incroyable. On dirait une autre personne. »« Exactement, » répondit Sandrine. « Aujourd'hui, je ne suis pas Sandrine. Je suis juste une touriste anonyme visitant la ville. » Malgré les protestations de Manon, Sandrine resta ferme. Elle avait besoin de cette clôture personnelle avant la confrontation publique. « Tout ira bien », assura-t-elle. « Personne ne me cherche car tout le monde me croit morte, et avec ce déguisement, je suis invisible. » Finalement, Manon céda. « Promets-moi que tu feras attention et que tu reviendras avant midi. »« Je le promets. » Sandrine prit un taxi jusqu'au centre de Paris. La ville bourdonnait de vie, étrangère au drame qui se jouerait cet après-midi. Elle se sentait étrange en marchant parmi les gens, comme un fantôme observant le monde des vivants sans être vu. Sa première destination fut son ancienne maison. Le taxi la déposa à un pâté de maison de distance et elle marcha lentement vers l'élégante demeure où elle avait vécu avec Nicolas. Depuis le trottoir d'en face, elle observa la façade impeccable, les fenêtres brillantes, le jardin parfaitement entretenu. Combien de fois avait-elle franchi cette porte en espérant trouver de l'amour et ne trouvant que de la froideur? Combien de nuits avait-elle pleuré en silence dans cette maison, croyant qu'elle n'était pas assez bien pour mériter l'affection de son mari? Pendant qu'elle observait, la porte principale s'ouvrit. Nicolas sortit, impeccablement vêtu d'un costume sombre. Il parlait au téléphone, gesticulant avec cette énergie nerveuse qu'elle connaissait si bien. Il semblait heureux, insouciant, comme s'il n'avait pas enterré sa femme 3 mois auparavant. Sandrine ressentit une pointe de douleur, pas pour l'amour perdu, mais pour l'ampleur de la trahison. Cet homme, à qui elle avait donné sa vie, l'avait jeté comme un objet inutile. Nicolas monta dans sa voiture et partit. Sandrine savait exactement où il allait, à l'appartement de Valérie, pour la récupérer avant d'aller à l'église. Elle prit un autre taxi et donna l'adresse que Michel, le cousin de Manon, lui avait fournie. L'immeuble de Valérie était luxueux, avec sécurité privée et vue panoramique. Un endroit que Nicolas avait acheté avec l'argent de l'assurance vie, son argent. Elle attendit patiemment dans un café face à l'immeuble. Une demi-heure plus tard, elle vit arriver la voiture de Nicolas. Quelques minutes plus tard, ils sortirent ensemble. Lui, élégant et souriant, elle, radieuse dans une robe décontractée, son ventre de femme enceinte clairement visible. Nicolas l'aida à monter dans la voiture avec une tendresse qu'il n'avait jamais montrée envers Sandrine. Il lui ouvrit la porte, ajusta sa ceinture, l'embrassa sur la joue, de petits gestes d'amour qui pour Sandrine avaient toujours été inaccessibles. Mais ce qui capta vraiment son attention fut le collier que Valérie portait. Un délicat ensemble de perles blanches que Sandrine reconnut à l'instant. C'était le collier que Nicolas lui avait offert pour leur premier anniversaire, jurant qu'il était unique, conçu spécialement pour elle. « Toi seul le porteras », lui avait-il dit alors. « Il est aussi unique que toi. » Encore un mensonge, encore une trahison. Sandrine sentit les larmes s'accumuler derrière ses lunettes de soleil, non par jalousie, mais par l'ampleur de la duperie. Chaque souvenir, chaque promesse, chaque moment qu'elle avait cru spécial avait été une farce. « Pleure maintenant », se dit-elle en séchant discrètement une larme. Et plus jamais. Quand Nicolas et Valérie s'éloignèrent en voiture, Sandrine finit son café et marcha vers le fleuriste le plus proche. Elle acheta un bouquet de lys blanc, identique à ceux qu'ils avaient mis dans son cercueil. Sa dernière destination était l'immeuble où Nicolas avait son bureau, l'endroit d'où il avait orchestré sa mort, où il avait falsifié des documents et planifié son avenir sans elle. La réceptionniste la regarda à peine quand elle entra avec le bouquet de fleurs. « Je peux vous aider ?»« Livraison pour Monsieur Nicolas », répondit Sandrine, altérant légèrement sa voix. « De la part d'un client. Monsieur Nicolas n'est pas là aujourd'hui. »« C'est le jour de son mariage », répondit la femme avec un sourire complice. « Je sais. C'est un cadeau de félicitations. Je peux le laisser dans son bureau ?» La réceptionniste hésita un moment, mais finit par hocher la tête. « Bien sûr, suivez-moi. » Le bureau de Nicolas était exactement comme Sandrine s'en souvenait, ordonné, impersonnel, froid comme son propriétaire. Elle posa le bouquet sur le bureau et quand la réceptionniste fut distraite,
elle glissa une petite carte entre les fleurs. Les promesses ne s'enterrent pas, avait-elle écrit avec une écriture délibérément différente de la sienne. Elle sortit de l'immeuble avec un sourire serein. La graine du doute était plantée. Nicolas recevrait les fleurs demain après le mariage, ou peut-être ne les recevrait-il jamais si tout se passait comme prévu. De retour chez Manon, elle trouva son ami pâle d'inquiétude. Enfin, s'exclama-t-elle en la voyant entrer. J'étais sur le point d'appeler la police. Je t'avais dit que tout irait bien, répondit Sandrine en ôtant ses lunettes de soleil. Personne ne m'a reconnu. Et ça en valait la peine. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Sandrine hocha lentement la tête. J'ai vu Nicolas et Valérie ensemble. J'ai vu ma maison, son bureau. J'ai vu la vie qu'ils ont construite sur ma tombe. Et comment te sens-tu? Prête, répondit Sandrine avec détermination. Complètement prête pour ce qui arrive. Alors qu'elle se préparait pour la confrontation finale, Sandrine pensait aux fleurs qu'elle avait laissées dans le bureau de Nicolas. Un petit avant-goût de ce qui allait venir, un murmure depuis la tombe. Les promesses ne s'enterrent pas, avait-elle écrit, et elle en était la preuve vivante. La promesse de justice qu'elle s'était faite à elle-même sous terre était sur le point de s'accomplir. Dans quelques heures, Nicolas découvrirait que certains fantômes ne reposent pas en paix. Certains reviennent pour recouvrer leurs dettes. L'église Sainte-Marie resplendissait sous le soleil doux. Nicolas ajusta sa cravate devant le miroir de la sacristie. Dans quelques heures, il épouserait Valérie. Sa nouvelle vie commencerait officiellement. Nerveux, demanda Robert, le père de Valérie, en entrant dans la pièce. Pas du tout, répondit Nicolas avec un sourire confiant. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais en prononçant ces mots, un frisson inexplicable lui parcourut l'échine. Depuis plusieurs jours, une sensation étrange le poursuivait. Comme si quelqu'un l'observait constamment. La nuit précédente, il s'était réveillé trempé de sueur froide. En rêve, il ouvrait la porte de sa maison et trouvait Sandrine assise sur le canapé, couverte de terre, le regardant avec des yeux vides. « Je t'attends », lui disait-elle dans le rêve. « Je t'attendrai toujours. » Nicolas secoua la tête, essayant de chasser ce souvenir. Ce n'était que du stress, se dit-il, de la culpabilité peut-être, mais pas de la peur. Il n'avait rien à craindre. Sandrine était morte, enterrée, oubliée. « Tu es sûr que ça va ?» insista Robert en notant sa pâleur. « Parfaitement », répondit Nicolas en forçant un autre sourire, juste anxieux de commencer la cérémonie. Pendant ce temps, dans le grand salon de l'hôtel impérial, où se tiendrait la réception, Valérie supervisait les derniers détails. Sa robe de mariée, une création exclusive, mettait en valeur sa grossesse de 6 mois. Elle était radieuse, triomphante. Tout doit être parfait, ordonnait-elle aux employés. C'est le jour que j'ai attendu toute ma vie. Son téléphone sonna. C'était Nicolas. Amour, tout va bien, demanda-t-elle. Oui, répondit-il d'une voix tendue. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Parfaitement. Pourquoi je n'irais pas bien? Nicolas hésita un moment. As-tu remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps? Quelqu'un qui nous observerait peut-être? Valérie soupira avec impatience. Nicolas, s'il te plaît, ne recommence pas avec ça. Personne ne nous observe, personne ne se doute de rien. Je sais, je sais. C'est juste que rien. Oublie ça. On se voit à l'église. Ce soir-là, lors du dîner de répétition, Nicolas semblait distant, nerveux. Il sursautait au moindre bruit. Il regardait constamment par-dessus son épaule. « Tu me passes le sel ?» lui demanda Valérie. Nicolas ne répondit pas. Il fixait l'entrée du restaurant. « Nicolas » insista-t-elle en touchant son bras. Il sursauta violemment, renversant son verre de vin. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » Le sel, répéta Valérie, inquiète. « Tu vas bien? Tu as l'air ailleurs. »« Je vais bien, » répondit-il sèchement, juste fatigué. Mais il n'allait pas bien. Pendant qu'il dînait, Nicolas crut entendre la voix de Sandrine dans le murmure des convives. Un chuchotement à peine audible. Les promesses ne s'enterrent pas. Il se leva brusquement, regardant autour de lui. « Tu as entendu ?» demanda-t-il à Valérie.
Entendu quoi? Cette voix. Quelqu'un a dit quelque chose sur des promesses. Valérie le regarda, confuse. Personne n'a rien dit, Nicolas. Assieds-toi. Tu attires l'attention. Mais Nicolas ne pouvait pas se calmer. La voix de Sandrine semblait le poursuivre, se mêlant aux conversations autour de lui. Il ferma les yeux, essayant de la bloquer, mais il ne l'entendit que plus clairement. Nicolas. La voix de Valérie le ramena à la réalité. Tu me fais peur. Désolé, murmura-t-il en se passant une main sur le visage. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est le stress du mariage, dit-elle, essayant de le tranquilliser. Et peut-être ce qui concerne Sandrine. La mention de ce nom fut comme un coup de fouet. Nicolas la regarda avec des yeux exorbités. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Rien, répondit Valérie rapidement. Je dis juste que c'est normal de se sentir coupable. Après tout, cela fait à peine quelques mois qu'elle est morte, cria Nicolas en frappant la table du poing. Morte. Le restaurant entier se tut. Tous les yeux se tournèrent vers eux. Valérie, mortifiée, essaya de sourire aux autres convives. Nicolas, s'il te plaît, chuchota TL. Contrôle-toi. Mais il n'écoutait déjà plus. Il se leva et sortit précipitamment du restaurant, laissant Valérie seule et humiliée face à ses invités. Cette même nuit, Nicolas conduisit jusqu'à la clinique privée du docteur Stéphane. Il avait besoin de lui parler, de s'assurer que tout était en ordre, que personne ne soupçonnait rien. Le médecin le reçut dans son cabinet, visiblement mal à l'aise. « Nicolas, il est 23 heures. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai besoin de ton aide, » répondit Nicolas en fermant la porte derrière lui. « Je vois des choses, j'entends des voix. »« Quel genre de voix ?» demanda le médecin, soudain intéressé. « Sa voix, » répondit Nicolas dans un murmure. « La voix de Sandrine. » Le docteur Stéphane le fixa. « C'est normal. La culpabilité peut se manifester de bien des façons. »« Ce n'est pas de la culpabilité, » insista Nicolas. « C'est comme si elle était là, à m'observer, à attendre. »« Nicolas, » dit le médecin avec fermeté. « Sandrine est morte. Toi et moi le savons mieux que personne. »« Tu es sûr ?» demanda Nicolas avec une lueur de paranoïa dans les yeux. « Tu as vérifié qu'elle était vraiment morte avant de signer le certificat ?» Le docteur Stéphane pâlit. « Bien sûr que oui. C'était ma responsabilité professionnelle. »« Mais tu n'as pas fait d'autopsie ?» insista Nicolas. « Tu n'as pas suivi le protocole normal parce que je te l'ai demandé, » répondit le médecin en baissant la voix. « Tu m'as payé pour éviter les questions gênantes. » Nicolas s'approcha plus près, chuchotant presque, « Et si on avait commis une erreur ? Et si elle n'était pas vraiment morte quand on l'a enterrée ?» Le médecin le regarda, horrifié. « Qu'est-ce que tu insinues ? » « Rien, » répondit Nicolas en passant une main tremblante dans ses cheveux. J'ai juste besoin d'être sûr. Écoute-moi bien, dit le docteur Stéphane en le prenant par les épaules. Sandrine est morte d'une overdose de sédatifs dans son vin. Tu m'as toi-même raconté comment tu avais planifié ça. Nous avons falsifié le certificat de décès pour éviter une enquête. Tu as touché l'assurance vie. Fin de l'histoire. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'était que chaque mot de cette confession était enregistré. Michel, le cousin de Manon, se trouvait dans la pièce contiguë avec un dispositif d'enregistrement connecté à travers le mur. « J'ai besoin de quelque chose pour me calmer, » dit finalement Nicolas. « Je ne peux pas continuer comme ça. Demain c'est mon mariage. » Le docteur Stéphane hocha la tête et sortit son ordonnancier. « Je vais te donner quelque chose de fort. Ça t'aidera à dormir sans rêve. » Alors que Nicolas sortait de la clinique avec l'ordonnance à la main, il ne remarqua pas la voiture garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, Michel souriait en vérifiant l'enregistrement. Clair, net, incriminant. « On vous tient », murmura-t-il en envoyant le fichier audio à Manon. Ce soir-là, Nicolas prit une double dose des sédatifs prescrits. Il avait besoin de dormir profondément, sans cauchemar, sans la voix de Sandrine le poursuivant. Mais même les drogues ne purent tenir ses peurs à distance. Dans ses rêves, il vit Sandrine émergeant de la terre, couverte de boue, avançant vers lui à pas lents mais inexorables. « Jusqu'à ce que la mort nous sépare »,
lui disait-elle dans le rêve, tendant ses mains tachées de terre vers lui. Et même la mort n'a pas pu me séparer de toi, Nicolas. Il se réveilla en criant, pour trouver Valérie le regardant avec inquiétude depuis le seuil de la porte. Encore un cauchemar, demanda-t-elle. Nicolas hocha la tête, incapable de parler. Demain tout sera fini, dit Valérie en s'asseyant près de lui. Nous nous marierons et nous commencerons une nouvelle vie, loin d'ici s'il le faut. Oui, répondit Nicolas en essayant d'y croire. Une nouvelle vie. Mais tandis que Valérie l'enlaçait, Nicolas ne pouvait s'empêcher de penser à la tombe de Sandrine, à la terre qu'il avait jetée sur son cercueil, à la possibilité lointaine mais terrifiante qu'elle se soit réveillée là-dessous, dans l'obscurité. Juste un jour de plus, se dit-il, juste un jour de plus et tout sera fini. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'effectivement, dans 24 heures tout serait fini, mais pas de la manière qu'il espérait. L'aube du jour du mariage trouva Sandrine et Manon en train de réviser méticuleusement chaque document du dossier qu'elles avaient préparé. Certificat de décès falsifié, dit Manon en posant le document sur la table avec la signature du docteur Stéphane. Police d'assurance avec ma signature falsifiée, ajouta Sandrine en montrant un autre papier. L'expert en graphologie a certifié que ce n'est pas mon écriture. Virement bancaire du compte de Nicolas vers les îles Caïmans, et de là vers l'appartement de Valérie et les investissements dans l'entreprise de son père. Et le plus important, dit Sandrine en tenant une clé USB. La confession enregistrée de Nicolas et du docteur Stéphane. Manon lut l'audio une fois de plus. Les voix de Nicolas et du médecin résonnèrent dans la pièce, claires et accablantes. Sandrine est morte d'une overdose de sédatifs dans son vin. Tu m'as toi-même raconté comment tu avais planifié ça. Nous avons falsifié le certificat de décès pour éviter une enquête. Tu as touché l'assurance vie. C'est parfait, dit Manon. Avec ça, il ira directement en prison. Pas seulement lui, répondit Sandrine, le docteur Stéphane aussi. Et possiblement Valérie, si on peut prouver qu'elle était impliquée. Michel arriva peu après, amenant avec lui Jean. Le vieux fossoyeur semblait nerveux, mais décidé. Madame Sandrine, dit-il en lui prenant les mains. Vous voir vivante est un miracle que je remercie chaque jour. Le miracle, c'est que vous soyez passé par cette tombe cette nuit-là, répondit-elle avec émotion. Je vous dois la vie. Et je suis prêt à dire la vérité, affirma Jean. Comment je vous ai trouvé, comment je vous ai sauvé. Les morts ont une voix, et aujourd'hui elles parlent pour vous. Sandrine l'étreignit avec gratitude. Votre témoignage est crucial. Vous êtes sûr de vouloir le faire? Nicolas est un homme puissant et dangereux. Il serait plus dangereux de se taire, répondit le vieil homme avec dignité. Ma conscience ne me le permettrait pas. Pendant ce temps, Maître Dumont, l'avocat suisse, était arrivé à Paris. Il se réunit avec eux chez Manon pour réviser les aspects juridiques de l'affaire. Tout est en ordre, confirma-t-il après avoir examiné les documents. Nous avons des preuves suffisantes pour de multiples chefs d'accusation, tentatives de meurtre, fraude à l'assurance, falsification de documents médicaux, évasion fiscale. Et la police, demanda Manon. Quand les contactons-nous? Je l'ai déjà fait, répondit l'avocat. L'inspecteur Pierre sera présent au mariage, discrètement. Il attendra notre signal pour intervenir. Sandrine hocha la tête, satisfaite. Chaque pièce du plan s'emboîtait parfaitement. J'ai aussi contacté ce journaliste, ajouta Michel en montrant un message sur son téléphone. Lucas, du journal, sera au mariage comme invité. Je lui ai dit qu'il y aurait une histoire importante, mais pas les détails. Parfait, dit Sandrine. Je veux que tout soit documenté, que le monde entier sache ce que Nicolas a fait. Cet après-midi-là, alors qu'elle peaufinait les détails, elles virent à la télévision l'interview que Nicolas et Valérie avaient accordée à une émission locale. Ils parlaient de leur amour, de leur futur enfant, du mariage qui serait l'événement mondain de l'année. Nous sommes très émus, disait Valérie, radieuse dans une robe bleu clair. Après tant de douleur, Nicolas mérite ce bonheur. Vous faites référence à la perte tragique de sa première épouse, demanda l'intervieweuse. Nicolas adopta une expression de tristesse étudiée. Sandrine aura toujours une place dans mon cœur, mais la vie continue et Valérie m'a appris à aimer à nouveau. Manon éteignit la télévision avec dégoût. C'est répugnant. Comment peut-il mentir comme ça? Parce qu'il croit qu'il n'y a pas de conséquences, répondit Sandrine avec calme. Mais demain,
il apprendra que chaque action a son prix. Ce soir-là, ils réalisèrent une répétition finale du plan. Michel, qui travaillerait comme photographe assistant au mariage, leur montra le plan du salon et de l'église. La cérémonie commence à 17h, expliqua-t-il. Les invités seront tous assis à ce moment-là. L'allée centrale est ici, tout droit vers l'autel. Et les sorties, demanda Maître Dumont. Deux latérales et la principale. L'inspecteur Pierre et ses hommes peuvent couvrir les trois. Jean, demanda Sandrine. Il sera assis ici, montra Michel. Au troisième rang, près de l'allée. Le journaliste sera de l'autre côté. Sandrine hocha la tête, visualisant la scène. J'entrerai quand le prêtre demandera si quelqu'un s'oppose à l'union. C'est le moment parfait, symbolique. Aussi le plus dramatique, ajouta Manon avec un sourire. Nicolas a toujours eu un faible pour le drame, répondit Sandrine. On va lui donner le spectacle de sa vie. Pendant que les autres peaufinaient les détails, Sandrine se retira dans sa chambre. Sur le lit était étendue la robe qu'elle porterait, blanche, simple, élégante. Pas une robe de mariée, mais une robe de résurrection. À côté, le collier de perles que Nicolas lui avait offert, identique à celui que portait maintenant Valérie. Elle le prit entre ses mains, se souvenant des promesses vides qui avaient accompagné ce cadeau. Demain, chuchota-t-elle, c'est le jour de la résurrection. Manon entra silencieusement et la trouva contemplant la robe. Prête pour demain. Plus que prête, répondit Sandrine. J'ai attendu ce moment depuis que je suis sortie de cette tombe. J'ai peur, avoua Manon. Nicolas est dangereux. Il a déjà essayé de te tuer une fois. Cette fois je suis préparée, répondit Sandrine. Et je ne serai pas seule. Elle serra son ami fort dans ses bras. Merci pour tout, Manon. Sans toi rien de tout ça ne serait possible. Je veux juste que tu obtiennes justice, répondit-elle, et qu'après tu puisses commencer une nouvelle vie. Je le ferai, promit Sandrine, mais d'abord Nicolas doit payer pour ce qu'il a fait. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Sandrine écrivit une lettre et la laissa sur sa table de nuit. C'était pour Manon, au cas où quelque chose tournerait mal le lendemain. Si je ne reviens pas, avait-elle écrit, que le monde sache que je suis morte en essayant de vivre. Ensuite, elle se coucha, mais pas pour dormir, pour se remémorer chaque moment de son mariage avec Nicolas, chaque signe qu'elle avait ignoré, chaque mensonge qu'elle avait cru, et finalement la trahison ultime, la terre tombant sur son cercueil alors qu'elle, paralysée mais consciente, écoutait comment on l'enterrait vivante. Demain, pensa-t-elle, le cercle se fermerait. La justice, comme elle, ressurgirait de la tombe. La veille du mariage, Manon aida Sandrine à essayer la robe blanche une dernière fois. Elle était simple, mais élégante, avec une coupe qui mettait en valeur sa silhouette récupérée après des mois de soins. « Tu es magnifique », dit Manon en ajustant l'ourlet. « Comme un ange vengeur. » Sandrine sourit devant le miroir. Ou comme un fantôme qui revient recouvrer une dette. La robe n'était qu'une partie de sa transformation. Ses cheveux, maintenant d'un châtain plus foncé qu'avant, encadraient un visage qui avait gagné en caractère et en détermination. Ses yeux verts, autrefois doux et rêveurs, brillaient maintenant d'une intensité presque féroce. « Tu crois qu'il me reconnaîtra immédiatement » demanda-t-elle. « Sans aucun doute, » répondit Manon. « Tu es inoubliable, Sandrine, surtout pour quelqu'un qui a cru t'avoir enterré. » Pendant qu'elle se changeait, Manon révisa une fois de plus le dossier avec les preuves. Chaque document était à sa place, chaque enregistrement sauvegardé sur de multiples appareils. « Tout est prêt », confirma Maître Dumont. « Il y a des copies de sécurité et l'inspecteur Pierre a déjà examiné les preuves préliminaires. » Et Jean ? Michel passera le prendre demain à 15h. Il a son costume prêt et sait exactement quoi dire. Sandrine hocha la tête, satisfaite. Le journaliste, confirmé, sera là comme invité de la famille du marié. Personne ne se doutera de rien. Elles s'assirent dans le salon, partageant une dernière tasse de thé avant le grand jour. Un silence confortable s'installa entre elles. Le genre de silence qui n'existe qu'entre personnes qui ont traversé l'enfer ensemble. « Tu sais, » dit finalement Manon, « quand tu es apparue à ma porte ce soir-là, couverte de terre, j'ai cru voir un fantôme. » D'une certaine manière, c'en était un, répondit Sandrine. La femme que tu as connue était morte.
Celle qui est sortie de cette tombe était quelqu'un de différent. Différente, mais meilleure, affirma Manon. Plus forte, plus sage. Et plus dure, ajouta Sandrine avec une pointe de tristesse. Parfois je me demande si un jour je redeviendrai la personne que j'étais avant. Tu ne devrais pas le vouloir, répondit Manon avec fermeté. Cette Sandrine était belle et bonne, mais aussi naïve et vulnérable. La femme que tu es maintenant est extraordinaire. Sandrine prit sa main avec gratitude. Tout ça grâce à toi. Tu m'as donné un foyer quand je n'avais rien. Tu m'as aidé à guérir, à planifier, à vivre de nouveau. Tu aurais fait la même chose pour moi, répondit Manon les larmes aux yeux. Il y a quelque chose que je dois te donner, dit Sandrine en se levant. Elle alla dans sa chambre et revint avec une enveloppe. C'est une lettre. Lis-la seulement si quelque chose tourne mal. Manon prit l'enveloppe de main tremblante. Rien ne tournera mal. Le plan est parfait. Quand même, insista Sandrine. Promets-moi que tu la liras si je ne reviens pas. Je le promets, répondit Manon en rangeant l'enveloppe. Mais tu reviendras. Tu dois revenir. Elles s'étreignirent longuement, laissant les larmes couler librement. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse, mais d'une émotion plus profonde. La certitude que, quoi qu'il arrive demain, leur vie était entrelacée pour toujours. Tu devrais te reposer, dit finalement Manon en séchant ses larmes. Ça va être une journée intense demain. Je ne crois pas que je pourrai dormir, avoua Sandrine. J'ai trop de choses en tête. Au moins essaie. Tu auras besoin de toutes tes forces. Alors qu'elle se préparait à se retirer, Manon s'arrêta sur le seuil de sa chambre. Sandrine, il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé. Quoi donc? Et s'il essaie de te tuer encore une fois? La question resta flottante dans l'air, chargée de peur et de possibilités sombres. Sandrine la considéra sérieusement avant de répondre. Cette fois ce sera différent, dit-elle finalement. Cette fois, c'est lui qui creuse sa tombe. Cette nuit-là, pendant que Manon dormait, Sandrine resta éveillée, repassant mentalement chaque détail du plan, non par peur qu'il échoue, mais pour savourer par anticipation le moment où Nicolas la verrait entrer dans l'église. Elle imagina son visage blêmissant, ses yeux exorbités par la terreur, sa bouche s'ouvrant dans un cri silencieux. Elle imagina Valérie confuse, les invités murmurant, le prêtre perplexe devant l'apparition d'une femme que tous croyaient morte. Mais surtout, elle imagina le moment où la justice s'accomplirait enfin, quand Nicolas comprendrait que son crime parfait avait été son erreur fatale, que la femme qu'il avait enterrée vivante revenait maintenant pour l'enterrer lui, non pas sous terre, mais sous le poids de ses propres crimes. Avec cette image en tête, Sandrine s'endormit enfin et, pour la première fois depuis des mois, ne rêva ni de cercueil ni de terre tombant sur elle. Elle rêva de la lumière du jour suivant, de portes s'ouvrant, de la vérité émergeant enfin à la surface. Comme elle-même avait émergé de sa tombe, la justice était sur le point de ressusciter. L'hôtel de luxe sur l'avenue Montaigne resplendissait sous le soleil de l'après-midi. Des automobiles de luxe s'alignaient à l'entrée, déposant des invités élégamment vêtus qui se dirigeaient vers la chapelle privée, où se célébrerait la cérémonie. Parmi eux, discrètement vêtus d'un costume gris, Jean observait tout avec des yeux attentifs. À ses côtés, Lucas, le journaliste, feignait d'être un invité de plus tout en prenant des notes mentales de chaque détail. Nerveux, demanda le journaliste à voix basse. Un peu, avoua Jean, mais la vérité doit éclater. Dans une autre partie de l'hôtel, Michel se déplaçait parmi les invités avec son appareil photo, immortalisant des sourires qui se transformeraient bientôt en gestes de stupeur. Personne ne soupçonnait que ce photographe assistant faisait partie d'un plan méticuleusement orchestré. La chapelle était décorée avec un luxe ostentatoire, des fleurs blanches partout, des rubans de soie, des bougies parfumées, tout payé avec l'argent de l'assurance vie de Sandrine. Les invités prenaient place en commentant combien la cérémonie serait belle, combien Valérie semblait radieuse avec sa grossesse, combien Nicolas était chanceux de retrouver l'amour après sa tragédie. Dans une chambre de l'hôtel, Sandrine se préparait pour son entrée. Manon l'aidait avec les derniers détails. Le collier de perles, une touche de parfum, une mèche de cheveux parfaitement placée. Prête, demanda Manon en ajustant la robe blanche une dernière fois. Plus que jamais, répondit Sandrine avec un calme absolu. Maître Dumont entra discrètement. L'inspecteur Pierre et ses hommes sont en position. 3 officiers en civil parmi les invités, 2 autres couvrant les sorties.
Nicolas est déjà à l'hôtel, il attend. Il a l'air nerveux. Sandrine sourit légèrement. Il a des raisons de l'être. Dans la chapelle, Nicolas ajustait sa cravate pour la énième fois. Malgré les sédatifs qu'il avait pris, ses mains tremblaient légèrement. Il n'avait pas bien dormi. Les cauchemars étaient revenus avec plus de force que jamais. Tranquille, mon ami, lui dit son témoin en lui donnant une tape sur l'épaule. Les nerfs avant le mariage, c'est normal. Nicolas hocha la tête, incapable d'expliquer que sa nervosité n'avait rien à voir avec le mariage. Elle avait à voir avec la sensation persistante que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. La musique commença à résonner. Les invités se levèrent, les portes latérales s'ouvrirent et Valérie apparut, radieuse dans sa robe de mariée, au bras de son père. Son ventre de 6 mois, loin d'être caché, s'exhibait avec fierté sous la soie blanche. Nicolas l'observa avancer vers lui avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Bientôt tout sera fini, se dit-il. Il se marierait, partirait en lune de miel, commencerait une nouvelle vie loin de Paris, loin des souvenirs, loin de la culpabilité. Valérie arriva à l'hôtel et prit ses mains. Elle lui sourit avec adoration, étrangère aux pensées sombres qui tourmentaient son futur mari. Le prêtre commença la cérémonie avec des paroles solennelles sur l'amour, la fidélité, l'engagement. Des mots qui résonnaient avec une ironie cruelle aux oreilles de Nicolas. Le mariage est une union sacrée, disait le prêtre. Un lien que seule la mort peut rompre. Nicolas sentit un frisson. La mort. Il avait tout misé sur la mort de Sandrine et maintenant il était sur le point de gagner, ou du moins le croyait-il. La cérémonie avança jusqu'au moment crucial. Le prêtre regarda l'assemblée et prononça les paroles rituelles. Si quelqu'un connaît un empêchement pour lequel ce couple ne devrait pas s'unir par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence expectant remplit la chapelle. Nicolas respira, soulagé. Personne ne parlerait. Personne ne connaissait la vérité. Et alors, les portes principales s'ouvrirent à 2 battants. Une silhouette vêtue de blanc apparut sur le seuil, se découpant contre la lumière du crépuscule qui entrait depuis le vestibule. Une femme aux cheveux châtains et aux yeux verts que tous les présents reconnurent à l'instant. Sandrine, vivante. Debout, regardant directement Nicolas avec des yeux qui promettaient justice. Un halètement collectif parcourut la chapelle. Quelqu'un cria. Valérie chancela, s'agrippant au bras de Nicolas pour ne pas tomber. Impossible, murmura Nicolas, le visage blanc comme un linge. Tu es morte. Sandrine avança dans l'allée centrale d'un pas ferme, sa robe blanche ondulant doucement autour d'elle. Elle ne quittait pas des yeux Nicolas, qui semblait pétrifié à l'autel. Comme tu peux le voir, dit-elle d'une voix claire qui résonna dans toute la chapelle. Les rapports sur ma mort étaient prématurés. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'autel. Personne ne bougeait, personne ne parlait. C'était comme si le temps s'était figé. Quelle est cette mauvaise plaisanterie, réussit finalement à dire Valérie, retrouvant sa voix. Qui êtes-vous? Je suis Sandrine, répondit-elle sans détourner le regard de Nicolas, l'épouse de Nicolas, la femme qu'il a tenté d'assassiner il y a 3 mois pour t'épouser et toucher mon assurance vie. Un autre halètement collectif. Les murmures commencèrent à s'élever parmi les invités. Elle est folle, dit Nicolas, trouvant enfin sa voix. Cette femme est perturbée. Sécurité, s'il vous plaît. Mais personne ne bougea. Les gardes de sécurité, alertés au préalable par l'inspecteur Pierre, restèrent immobiles. Perturbée, répéta Sandrine avec un sourire froid, peut-être que n'importe qui le serait après avoir été enterrée vivante par son propre mari. Elle se tourna vers les invités. Nicolas m'a droguée avec des sédatifs dans mon vin. Il m'a déclarée morte avec l'aide du docteur Stéphane ici présent. Elle pointa du doigt le médecin qui essayait de se faufiler vers la sortie, mais fut arrêté par un officier de police. Et il m'a enterrée au cimetière du Père-Lachaise, sachant que j'étais vivante mais paralysée. Les murmures se transformèrent en exclamations d'horreur. Valérie regardait Nicolas avec un mélange de confusion et de peur croissante. J'ai des preuves, continua Sandrine. Le certificat de décès falsifié, la police d'assurance avec ma signature falsifiée, les virements bancaires vers des comptes dans des paradis fiscaux. Maître Dumont s'avança en tenant un dossier. Et le plus important, la confession enregistrée de Nicolas lui-même et du docteur Stéphane. Discutant les détails du crime.
Nicolas regarda autour de lui cherchant une issue, mais toutes les portes étaient bloquées par des officiers de police qui s'identifiaient maintenant ouvertement. C'est absurde, dit Nicolas en tentant de garder son calme. Il y a évidemment une erreur. Ma femme est morte de cause naturelle. J'ai le certificat médical qui le prouve. Un certificat falsifié, répondit Sandrine, signé par un médecin qui a accepté des pots de vin pour couvrir une tentative de meurtre. Jean se leva alors de son siège. Je l'ai trouvé, dit-il d'une voix ferme. Cette nuit-là au cimetière. Sa main sortait de la terre. Elle était vivante, enterrée dans une tombe peu profonde. Le chaos éclata dans la chapelle. Les invités se levaient, certains criaient, d'autres photographiaient la scène avec leur téléphone. Valérie s'était éloignée de Nicolas et le regardait avec une horreur croissante. C'est vrai, lui demanda-t-elle, sa voix à peine audible au milieu du tumulte. Tu as essayé de la tuer? Nicolas ne répondit pas. Ses yeux, exorbités par la panique, allaient de Sandrine aux portes bloquées, aux officiers qui s'approchaient maintenant de lui. Nicolas, dit l'inspecteur Pierre en avançant dans l'allée. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance, falsification de documents et conspiration. Ce fut alors que Nicolas réagit. D'un mouvement désespéré, il attrapa Valérie par le bras et la plaça devant lui comme un bouclier humain. Reculez, cria-t-il en sortant un petit pistolet de sa veste. Personne ne bouge ou je tire. Les invités crièrent, certains se jetèrent au sol, d'autres coururent vers les issues. Valérie, terrorisée, essayait de se libérer de l'étreinte de Nicolas. Lâche-la, Nicolas, dit Sandrine en faisant un pas vers lui. C'est fini. N'aggrave pas les choses. Tu devrais être morte, cria-t-il en la visant avec le pistolet. Je t'ai enterrée. J'ai moi-même jeté de la terre sur ton cercueil. Ces paroles, prononcées dans un moment de panique, furent la confession finale que tous avaient besoin d'entendre. Le journaliste Lucas enregistrait tout discrètement depuis sa position. Oui, tu l'as fait, répondit Sandrine avec calme. Mais tu as commis une erreur, Nicolas. Tu ne t'es pas assuré que j'étais vraiment morte. Elle fit un autre pas vers lui. Lâche Valérie. Elle n'est pas responsable de tes crimes. Nicolas regarda autour de lui, acculé, désespéré. Les officiers s'approchaient lentement, les caméras tournaient, les témoins observaient horrifiés. Finalement, quelque chose sembla se briser en lui. Il lâcha Valérie, qui courut vers son père, et laissa tomber l'arme au sol. « Je voulais juste une vie meilleure », murmura-t-il alors que les officiers lui passaient les menottes. « Je voulais juste être heureux. »« Au prix de ma vie », répondit Sandrine, le regardant droit dans les yeux. « Mais tu as échoué, Nicolas, et maintenant tu vas payer pour ça. » Alors qu'il l'emmenait hors de la chapelle, Nicolas regarda une dernière fois Sandrine. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement un mélange de peur et de stupeur, comme quelqu'un qui contemple un fantôme ayant pris vie. D'une certaine manière, c'était exactement ce qu'était Sandrine, le fantôme de la femme qu'il avait tenté de tuer, revenant pour exiger justice. Les invités commencèrent à sortir, commentant à voix basse l'incroyable tournure des événements. Valérie, soutenue par son père, pleurait inconsolablement, sa robe de mariée froissée, son maquillage coulé par les larmes. Sandrine s'approcha d'elle. « Je suis désolée, dit-elle avec sincérité. Toi aussi tu es une victime dans tout ça. » Valérie la regarda avec un mélange de honte et de confusion. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas qu'il avait. »« Je te crois, » répondit Sandrine. « Nicolas a trompé beaucoup de gens, moi y compris. » Elle s'éloigna, laissant Valérie avec sa famille. Manon s'approcha et l'étreignit fort. « Tu as réussi, » chuchota-t-elle à son oreille. « C'est fini. » Sandrine hocha la tête, sentant un poids énorme se lever de ses épaules. « C'est fini, » répéta-t-elle. « Enfin fini. » Alors qu'elle sortait de la chapelle, les flashs des appareils photo illuminaient son visage. Demain, son histoire serait dans tous les journaux. Dans tous les journaux télévisés. La femme qui est revenue de la tombe pour affronter son assassin. Mais cela n'importait pas maintenant. La seule chose qui comptait était que justice avait été faite. Nicolas paierait pour ses crimes et elle, Sandrine, pourrait enfin commencer à vivre à nouveau. Dehors, le soleil se couchait sur Paris, teignant le ciel de rouge et d'or. Un nouveau jour approchait,
un jour où Sandrine ne serait plus la femme enterrée vivante, mais la femme qui ressuscita pour réclamer sa vie, et cette fois personne ne la lui arracherait. Le silence envahit la chapelle comme une vague glacée. Les invités retinrent leur souffle en observant la silhouette qui avançait dans l'allée centrale. Sandrine, avec sa robe blanche flottant à chaque pas, ressemblait à un esprit vengeur sorti des profondeurs de la terre. Valérie laissa tomber le bouquet de roses blanches qui s'éparpilla à ses pieds comme des larmes de mariée. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable tandis que son regard allait de Nicolas à la femme que tous croyaient morte. Nicolas resta pétrifié à l'autel. Son visage, auparavant radieux d'un faux bonheur, montrait maintenant la terreur pure de celui qui voit se matérialiser son pire cauchemar. La sueur perlait sur son front et un tic nerveux agitait son œil gauche. « Mon Dieu, c'est elle » chuchota une invitée en se signant de doigts tremblants. « C'est impossible. On l'a enterrée il y a des mois », répondit une autre en s'accrochant au bras de son mari. Sandrine avançait d'un pas ferme, son regard fixé sur Nicolas. Chaque pas résonnait sur le sol de marbre comme un battement de cœur, comme un rappel de la vie qu'il avait tenté de lui arracher. Les vitraux projetaient des taches de couleur sur sa peau, lui donnant un aspect presque surnaturel. Les murmures croissaient comme un essaim furieux. Certains invités sortaient leur téléphone pour enregistrer le moment. D'autres reculaient, terrorisés, comme s'ils craignaient que la mort ne soit contagieuse. En arrivant à l'hôtel, Sandrine regarda directement Nicolas. Ses yeux verts, autrefois pleins d'amour, brillaient maintenant avec l'intensité de l'acier trempé. Puis elle se tourna vers le prêtre qui l'observait la bouche entr'ouverte, incapable d'articuler un mot. « Pardon, mon père » dit-elle d'une voix claire qui résonna jusqu'au dernier coin de la chapelle. « Je suis venue empêcher un crime. » Avec des mains ne montrant pas le moindre tremblement, elle remit au prêtre un dossier noir. « Voici les preuves que cet homme a tenté de m'assassiner. Il m'a enterrée vivante pour l'épouser et toucher mon assurance vie. » Le prêtre prit le dossier comme s'il s'agissait d'un objet brûlant, ses yeux sautant de Sandrine à Nicolas, cherchant une explication qui ne venait pas. « C'est une farce » cria Nicolas, trouvant enfin sa voix. La panique la rendait aiguë, méconnaissable. « Cette femme est une imposteur. Ma femme est morte. »« Tu es sûr, Nicolas » demanda Sandrine avec un calme effrayant. « As-tu vérifié mon pouls avant de fermer le cercueil ou étais-tu trop occupé à planifier ta nouvelle vie avec l'argent de mon assurance ?» Depuis un coin de la chapelle, Lucas, le journaliste, enregistrait toute la scène. Sa caméra captait chaque mot, chaque geste, chaque réaction. L'exclusivité du siècle se déroulait sous ses yeux. « Sécurité » cria Robert. Le père de Valérie. « Sortez cette femme d'ici !» Mais personne ne bougea. Les gardes de sécurité, préalablement alertés par l'inspecteur Pierre, restèrent à leur poste observant le drame qui se jouait. Valérie, les jambes tremblantes comme de la gelée, s'approcha de Sandrine. Sa robe de mariée, avec sa longue traîne de dentelle, traînait sur le sol comme un rappel des rêves qui s'effondraient sous ses yeux. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. Sa voix à peine un murmure brisé. « Êtes-vous vraiment Sandrine ?»« Je le suis » répondit-elle avec douceur. La même que Nicolas a déclarée morte il y a 3 mois. La même qui a été enterrée au cimetière du Père-Lachaise alors qu'elle était paralysée mais consciente. Valérie se tourna vers Nicolas, ses yeux suppliant une explication, une dénégation, n'importe quoi qui démentirait ce cauchemar. Mais ce qu'elle vit sur le visage de son fiancé fut la confirmation qu'elle craignait, culpabilité, peur, désespoir. « Nicolas » chuchota-t-elle en portant une main à son ventre où grandissait son fils. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il ne répondit pas. Ses yeux allaient de Sandrine aux portes, calculant les possibilités de fuite comme un animal traqué. « J'ai des preuves » continua Sandrine, s'adressant maintenant à tous les présents. Le certificat de décès falsifié, la police d'assurance avec ma signature falsifiée, les virements bancaires vers des comptes dans des paradis fiscaux. L'avocat s'avança avec un autre dossier. Et le plus important, la confession enregistrée de Nicolas lui-même et du docteur Stéphane, discutant les détails du crime. Un murmure d'horreur parcourut la chapelle. Les invités commencèrent à s'éloigner de Nicolas comme si sa simple proximité pouvait les contaminer. « C'est absurde » tenta à nouveau Nicolas, sa voix perdant en conviction à chaque mot. « Il y a évidemment une erreur. Ma femme est morte de cause naturelle. J'ai le certificat médical qui le prouve. » Un certificat falsifié, répondit Sandrine,
signé par un médecin qui a accepté des pots de vin pour couvrir une tentative de meurtre. Jean se leva alors de son siège. Sa silhouette humble, avec son costume prêté et ses mains calleuses, contrastait avec les invités élégants, mais sa voix avait la force inébranlable de la vérité. « Je l'ai trouvée, dit-il en montrant Sandrine. Cette nuit-là au cimetière, sa main sortait de la terre. Elle était vivante, enterrée dans une tombe peu profonde. Le chaos éclata dans la chapelle. Les invités se levaient, certains criaient, d'autres photographiaient la scène avec leur téléphone. La nouvelle se propageait comme un feu dans un champ sec. Valérie recula jusqu'à heurter une colonne. Ses yeux pleins de larmes reflétaient l'ampleur de la trahison. Non seulement elle avait été trompée, mais elle avait été complice involontaire d'une tentative de meurtre. « Nicolas, dit l'inspecteur Pierre en avançant dans l'allée, son insigne levé. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance, falsification de documents et conspiration. » Les officiers de police qui étaient restés incognito parmi les invités s'identifièrent et commencèrent à s'approcher de Nicolas. Acculé, désespéré, Nicolas fit l'impensable. D'un mouvement rapide, il attrapa Valérie par le bras et la plaça devant lui comme bouclier humain. « Reculez !» cria-t-il en sortant un petit pistolet de sa veste. « Personne ne bouge ou je tire. » La panique s'empara de la chapelle. Les invités couraient vers les sorties, trébuchant les uns sur les autres dans leur désespoir de s'échapper. Certains se cachaient derrière les bancs, d'autres se jetaient au sol en se couvrant la tête avec les mains, comme si cela pouvait les protéger d'une balle perdue. Valérie, piégée dans l'étreinte de Nicolas, tremblait de façon incontrôlable. Sa robe de mariée, symbole d'un jour qui devait être parfait, était maintenant froissée et tachée par ses propres larmes. Le pistolet pressé contre sa tempe était froid comme la trahison qu'elle venait de découvrir. « Nicolas !» dit Sandrine en faisant un pas vers lui, les mains levées. Sa voix était douce, mais ferme, comme celle de quelqu'un qui ne craint plus la mort parce qu'elle l'a regardé dans les yeux. « N'aggrave pas les choses, lâche-la. Elle n'y est pour rien. Tu devrais être morte, cria-t-il. Son visage déformé par la rage et la peur. Ses yeux, autrefois si calculateurs, montraient maintenant la folie du désespéré. Je t'ai vu mourir. J'ai moi-même fermé ton cercueil. Ces paroles, prononcées dans un moment de panique, furent la confession que tous avaient besoin d'entendre. Lucas, le journaliste, continuait d'enregistrer depuis sa position, capturant chaque détail de la chute de l'homme qui fut un jour considéré comme l'entrepreneur parfait de Paris. « Oui, tu l'as fait, » répondit Sandrine avec un calme surprenant. « Tu m'as droguée, tu m'as déclarée morte et tu m'as enterrée vivante. Mais tu as commis une erreur, Nicolas. Tu ne t'es pas assuré que le poison était suffisant. » Les officiers de police encerclaient la scène, leurs armes dégainées, mais sans oser tirer avec Valérie dans la ligne de mire. L'inspecteur Pierre faisait signe à tous de garder leur calme tout en évaluant la situation avec des yeux experts. « Baissez votre arme, monsieur, » ordonna l'inspecteur. « Il n'y a pas d'issue. L'église est cernée. » Nicolas regarda frénétiquement autour de lui comme un animal traqué. Ses yeux injectés de sang reflétaient le désespoir de celui qui voit son monde parfait s'effondrer. « Tout était parfait » cria-t-il en serrant davantage le bras autour du cou de Valérie. Elle gémit de douleur, ses mains s'agrippant au bras qui l'étouffaient. « J'avais le plan parfait. Personne ne devait le découvrir. »« Les plans parfaits n'existent pas, Nicolas, » répondit Sandrine, faisant un autre pas prudent vers lui. « Il reste toujours une trace, un témoin, une preuve. Il y a toujours quelqu'un qui voit ce que tu essaies de cacher. » En parlant, Sandrine nota que Valérie, malgré sa terreur, avait commencé à se débattre subtilement. Leurs yeux se croisèrent un instant et une compréhension silencieuse passa entre elles. Deux femmes unies par le même homme, par le même mensonge, par la même trahison. « J'ai toutes les preuves » continua Sandrine, maintenant l'attention de Nicolas sur elle pendant que Valérie continuait de se débattre. « Le docteur Stéphane a déjà avoué. Les virements bancaires sont documentés. Ta confession est enregistrée. » Elle leva la main montrant un petit appareil. « Et maintenant cette scène restera aussi enregistrée pour que le monde entier voie qui est vraiment Nicolas. » Ce fut alors que Valérie fit son mouvement. D'une torsion brusque, elle réussit à se dégager partiellement de l'étreinte de Nicolas et lui donna un coup de coude dans les côtes avec toute la force qu'elle put rassembler. Il se plia de douleur, relâchant sa prise suffisamment pour qu'elle puisse s'échapper. Les officiers profitèrent du moment.
3 d'entre eux se jetèrent sur Nicolas, le mettant à terre et le désarmant en quelques secondes. Le pistolet tomba avec un bruit métallique sur le marbre de l'autel, glissant jusqu'à s'arrêter aux pieds du prêtre, qui recula horrifié. « Nicolas, vous êtes en état d'arrestation » cria l'inspecteur Pierre pendant que les officiers lui passaient les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. » Mais Nicolas n'écoutait plus. Étendu au sol, le visage pressé contre le marbre froid, il regardait Sandrine avec un mélange de haine et de stupeur. La femme qu'il avait tenté d'enterrer l'enterrait maintenant sous le poids de ses propres crimes. Valérie, libérée de son ravisseur, courut vers son père qui la reçut dans ses bras. Sa robe de mariée, autrefois immaculée, était maintenant froissée et tachée, comme ses rêves, comme son avenir, comme la vie qu'elle avait planifiée avec un homme qui s'était révélé être un monstre. « Elle ment !» cria Nicolas pendant qu'on le relevait. Sa voix, autrefois si sûre et persuasive, sonnait maintenant pathétique, désespérée. Tout ça est une conspiration. Sandrine est morte. Je l'ai vue mourir. Encore en train d'avouer, Nicolas, dit Maître Dumont, l'avocat, avec un sourire satisfait. Continuez comme ça et vous faciliterez grandement notre travail au procès. Alors qu'il sortait Nicolas de la chapelle, le docteur Stéphane essayait de se faufiler dans la foule. Son visage, pâle et en sueur, trahissait sa culpabilité, mais 2 officiers l'interceptèrent à la porte latérale. « Docteur Stéphane » dit l'un d'eux en montrant son insigne. « Vous êtes en état d'arrestation pour complicité de tentative d'homicide et falsification de documents médicaux. » Le médecin n'opposa pas de résistance. La tête basse, il permit qu'on le menotte et qu'on le conduise hors de la chapelle, suivant le même chemin que Nicolas. Sa réputation, construite pendant des décennies, s'était effondrée en quelques minutes. Les invités qui avaient assisté à toute la scène avec horreur et fascination commencèrent à sortir lentement. Certains s'approchaient de Sandrine, la touchant comme pour s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle était vraiment revenue de la tombe. Valérie, soutenue par son père, s'approcha d'elle d'un pas vacillant. Son maquillage coulé par les larmes dessinait des sillons noirs sur ses joues. « Je ne savais pas » dit-elle la voix brisée par les pleurs. « Je te jure que je ne savais pas ce qu'il avait fait. » Sandrine la regarda avec compassion. Cette femme aussi avait été trompée, elle aussi avait été utilisée. « Je te crois » répondit-elle doucement. « Nicolas a trompé beaucoup de gens. Tu es une autre de ses victimes. » Valérie hocha la tête, reconnaissante pour ces mots qu'elle ne méritait pas. « Désolée » chuchota-t-elle avant que son père ne l'emmène hors de la chapelle. Manon s'approcha alors de Sandrine et la serra fort dans ses bras. « Tu as réussi » dit-elle avec des larmes de joie dans les yeux. « Enfin justice est faite. » Sandrine rendit l'étreinte, sentant un poids énorme se lever de ses épaules. « Grâce à toi » répondit-elle. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Alors qu'elle sortait de la chapelle, les flashs des appareils photo illuminaient son visage. Des journalistes s'agglutinaient en criant des questions, essayant de capter chaque détail de l'histoire la plus incroyable de l'année. La femme qui est revenue de la tombe pour affronter son assassin. À l'extérieur de l'église, une foule s'était rassemblée sous le ciel étoilé. La nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre à l'ère numérique, messages, appels, publications sur les réseaux sociaux. Une femme que tous croyaient morte est apparue en plein mariage de son mari. Les flashs des appareils illuminaient la nuit comme des éclairs dans une tempête. Des journalistes de tous les médias locaux se bousculaient pour obtenir la meilleure prise, le meilleur angle, la déclaration la plus percutante. Leurs voix se mêlaient en un chœur chaotique de questions. « Madame, comment avez-vous survécu ? Est-il vrai que votre mari a tenté de vous enterrer vivante ? Qu'avez-vous ressenti en voyant votre mari sur le point d'en épouser une autre ?» Nicolas émergea entre 2 officiers, menotté et la tête basse. Il ne restait plus rien de l'homme élégant et sûr de lui qui était entré dans l'église quelques heures plus tôt. Son costume était froissé, ses cheveux décoiffés, son visage marqué par la défaite. Les huées de la foule l'accueillirent comme une vague de mépris. « Assassin » criaient certains. « Monstre » scandaient d'autres. Une femme lui lança sa chaussure qui lui frôla la tête. Ils le conduisirent jusqu'à une voiture de police garée devant l'église. Les gyrophares bleus et rouges tournaient, projetant des ombres fantomatiques sur les visages des présents. Avant qu'on ne l'introduise dans le véhicule, Nicolas leva les yeux et son regard croisa celui de Sandrine, qui observait la scène depuis les marches de l'église.
Un instant, le temps sembla s'arrêter. Deux personnes qui s'étaient un jour juré un amour éternel, maintenant séparées par un abîme de trahison et de justice. À ce moment-là, quelque chose changea dans le regard de Nicolas. Ce n'était pas du repentir, ce n'était pas du remords, c'était la compréhension finale qu'il avait tout perdu. Sandrine avança lentement vers lui. Les journalistes s'écartèrent, sentant qu'il assistait au moment culminant de cette histoire extraordinaire. Le silence tomba sur la foule comme un manteau lourd. « Tu as voulu m'enterrer, dit-elle, sa voix claire et ferme au milieu du silence soudain. Mais c'est toi qui as creusé ta propre fin. » Nicolas la regarda et pour la première fois il n'y avait pas d'arrogance dans ses yeux, seulement la défaite et peut-être une lueur de compréhension tardive sur l'ampleur de son crime. « Comment » commença-t-il à demander, mais les mots moururent dans sa gorge. « Comment j'ai survécu » compléta Sandrine. « La terre n'était pas assez profonde, le poison n'était pas assez fort, et mon désir de justice était plus puissant que ton plan pour me tuer. » Les officiers poussèrent Nicolas dans la voiture de police. La porte se ferma avec un coup sec, le séparant définitivement de la vie qu'il avait tenté de construire sur la tombe de Sandrine. Alors que le véhicule s'éloignait, Manon s'approcha et prit la main de son amie. « C'est fini » dit-elle doucement, serrant ses doigts dans un geste de solidarité. « Non » répondit Sandrine, observant la voiture disparaître au loin. « C'est maintenant que commence ma nouvelle vie. » Les journalistes se ruèrent sur elle, les bombardant de questions. Lucas, le reporter, réussit à s'approcher plus que les autres. « Madame, dit-il en tendant son micro. Le monde entier voudra connaître votre histoire. Que ressentez-vous d'avoir obtenu justice ?» Sandrine regarda directement la caméra. Elle savait que ses paroles parviendraient à des milliers de foyers, à des milliers de femmes qui vivaient peut-être leur propre enfer en silence. « La justice n'est pas la vengeance, » répondit-elle avec sérénité. « C'est la vérité, c'est la lumière sur l'obscurité. C'est l'opportunité de recommencer. » L'interview continua brièvement, mais Sandrine ne répondit qu'à l'essentiel. Cette nuit n'était pas faite pour satisfaire la curiosité morbide des médias, elle était faite pour clore un chapitre sombre et en ouvrir un nouveau plein de possibilités. Jean se tenait à l'écart, observant tout, les yeux humides d'émotion. Cet homme humble qui avait sauvé Sandrine cette nuit-là au cimetière était maintenant témoin de la fin d'une histoire qui avait commencé par ses propres mains creusant la terre. « Jean » dit Sandrine en s'approchant de lui et en prenant ses mains calleuses dans les siennes. « Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous m'avez rendu la vie. » Le vieil homme baissa les yeux, accablé par l'émotion. « C'est Dieu qui vous a mise sur mon chemin, madame. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. » « Non, » répondit Sandrine avec fermeté. « Pas n'importe qui. Seulement quelqu'un avec un cœur comme le vôtre. » Le lendemain matin, tous les journaux de la ville, du pays et même certains internationaux portaient la même nouvelle en première page. La femme enterrée vivante qui est revenue pour la justice. Les photographies montraient Sandrine debout devant l'église, sa robe blanche ondulant au vent, son visage serein mais déterminé, l'image d'une survivante, d'une combattante, d'une femme qui a refusé d'être une victime de plus. 6 mois plus tard, le palais de justice de Paris bourdonnait d'activité. C'était le jour du verdict dans l'affaire qui avait captivé la nation, l'État contre Nicolas et le docteur Stéphane. La salle était comble. Journalistes, curieux et personnes ayant suivi l'affaire depuis le début se pressaient sur les bancs, impatients d'assister au dénouement de cette histoire extraordinaire. Sandrine occupait une place au premier rang, flanquée de Manon et de Jean. Tous trois étaient vêtus sobrement mais avec élégance, avec la dignité de ceux qui savent que la vérité est de leur côté. Le juge, un homme d'âge mûr connu pour sa rectitude, entra dans la salle. Tous se levèrent en signe de respect. Dans l'affaire de l'État contre Nicolas et Stéphane, commença le juge d'une voix solennelle, ce tribunal est parvenu à un verdict. Le silence dans la salle était absolu. Sandrine pouvait entendre les battements de son propre cœur. Un rappel constant de la vie qu'on avait failli lui arracher. Nicolas. Ce tribunal vous déclare coupable de tentative d'homicide au premier degré, fraude à l'assurance, falsification de documents et obstruction à la justice. Vous êtes condamné à 30 ans de réclusion criminelle sans possibilité de libération conditionnelle. Un murmure parcourut la salle. Nicolas, assis près de son avocat, ne montra aucune réaction. Il semblait un homme vide, une coquille de ce qu'il avait été. Ses yeux, autrefois si vifs et calculateurs, étaient maintenant éteints,
comme si la vie avait quitté son corps bien avant sa liberté. Docteur Stéphane. Ce tribunal vous déclare coupable de complicité de tentative d'homicide, falsification de documents médicaux et parjure. Vous êtes condamné à 15 ans de prison et votre licence médicale vous est retirée définitivement. Le médecin baissa la tête, vaincu. Sa réputation, sa carrière, sa liberté, tout perdu par cupidité, pour s'être prêté à un plan macabre qui avait failli coûter la vie à une innocente. Quand la séance se termina, Sandrine sortit du tribunal accompagnée de Manon et Jean. Une petite foule les attendait dehors, non pour les harceler de questions, mais pour montrer leur soutien silencieux. Certaines personnes applaudissaient discrètement, d'autres hochaient simplement la tête avec respect. « Comment te sens-tu » demanda Manon alors qu'ils marchaient vers la voiture. « En paix » répondit Sandrine. « Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de la tristesse, c'est une clôture. » Cet après-midi-là, tous les trois visitèrent le cimetière du Père-Lachaise. Sandrine avait évité cet endroit pendant des mois, mais maintenant elle sentait que c'était nécessaire pour compléter son processus de guérison. Le cimetière était calme, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres entre les pierres tombales. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles créaient une atmosphère de paix qui contrastait avec les horreurs que Sandrine y avait vécues. Devant la tombe qui porta un jour son nom, Sandrine s'arrêta. La pierre tombale était toujours là, un rappel macabre de ce que Nicolas avait tenté de faire. D'un geste décidé, elle prit le marteau qu'elle avait apporté et frappa la pierre. 1, 2, 3 fois. Le marbre commença à se fissurer, à se briser, jusqu'à ce que finalement la plaque se rompe en morceaux. Le son de la pierre se brisant résonna dans le silence du cimetière comme un cri de libération. Ici finit la femme qui pardonnait, dit Sandrine en laissant tomber le marteau. Celle qui vit maintenant rend justice. Jean et Manon l'observaient en silence, respectant ce moment de libération finale. Les larmes coulaient librement sur leurs visages, mais c'étaient des larmes de joie, de fierté, d'espoir. Dans les mois suivants, Sandrine utilisa une partie de son héritage pour ouvrir avec Manon une clinique pour femmes victimes d'abus, un lieu où elle trouverait non seulement une attention médicale, mais aussi un soutien juridique et psychologique. Un refuge pour celles qui, comme elle, avaient besoin de reconstruire leur vie après un traumatisme. Centre de soutien Sandrine, disait l'enseigne à l'entrée. Un nom qui symbolisait maintenant non la tragédie, mais l'espoir, la résilience, la possibilité de renaître. Le jour de l'inauguration, des dizaines de femmes se réunirent devant le bâtiment. Certaines apportaient des fleurs, d'autres voulaient simplement remercier la femme qui avait transformé sa douleur en un phare d'espoir pour d'autres. « Je n'ai jamais pensé que mon histoire pourrait aider quelqu'un », dit Sandrine lors de la cérémonie d'ouverture. Mais je sais maintenant que notre douleur peut se transformer en force, et notre force en aide pour ceux qui souffrent encore. Jean, l'homme qui l'avait sauvé cette nuit-là au cimetière, reçut de Sandrine un cadeau qui changerait sa vie, une maison petite mais confortable et un fonds fiduciaire qui garantirait son bien-être jusqu'à la fin de ses jours. « Je ne mérite pas tant », avait dit le vieil homme, accablé par la générosité. « Vous méritiez beaucoup plus », avait répondu Sandrine en l'embrassant. « Vous m'avez rendu la vie. » Aucun cadeau ne suffit pour remercier cela. Valérie, pour sa part, avait quitté Paris peu après l'arrestation de Nicolas. Selon les nouvelles, elle avait donné naissance à une fille quelque part en Europe, loin du scandale et de la honte. Sandrine lui avait envoyé une lettre lui offrant de l'aide si jamais elle en avait besoin. Pas pour Nicolas, mais pour la créature innocente qui n'était pas responsable des crimes de son père. Un an après le jour où Sandrine ressuscita dans cette église, elle marchait sur la plage. Le soleil se couchait à l'horizon, teignant le ciel de tons dorés et pourpres. Elle était vêtue de blanc comme ce jour-là. Mais ce blanc ne symbolisait pas la pureté perdue, mais la page blanche qu'était maintenant sa vie. Manon l'attendait plus loin avec un petit groupe d'amis qui avaient organisé un dîner pour célébrer cet anniversaire spécial. Pas l'anniversaire d'une tragédie, mais d'une renaissance. Alors qu'elle marchait vers eux, Sandrine réfléchissait à l'extraordinaire voyage qu'avait été cette année. De l'amour à la haine, de la mort à la vie, du désespoir à l'espoir. La justice ne ressuscite pas les morts, pensa-t-elle en sentant la brise marine sur son visage. Mais elle rend le rameau vivant. Et avec cette certitude au cœur, Sandrine continua son chemin vers l'avenir, vers la lumière, vers la vie qu'elle avait gagné le droit de vivre pleinement. Si ce récit de survie et de justice vous a ému, n'oubliez pas d'aimer et de partager pour que plus de personnes puissent connaître l'histoire de Sandrine. Que feriez-vous à sa place?
Laissez-nous votre commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires de dépassement de soi et de justice. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant.